Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on reçoit Sacha Yaropolskaya, plus connue sous le pseudonyme Sacha Anxiety. Alors, Sacha, tu es né en Russie et tu es arrivé en France en mai 2018, un exil forcé par une situation politique qui était devenue intenable. En effet, tu es une femme trans, ce qui faisait malheureusement de toi une cible dans un climat de répression LGBT-phobe très fort. Il faut dire que tu vivais dans le Caucase du Nord, une région voisine de la Tchétchénie où les personnes LGBT+, sont la cible de véritables purges. Je rappelle que selon Human Rights Watch, il y aurait là-bas une vague de répression anti-gay menée par la police. On parle d'arrestations illégales, de passages à tabac et de torture, majoritairement en l'encontre d'hommes présumés homosexuels ou bisexuels. Dans ta région, la situation était tout aussi inquiétante puisque tu témoignes d'un climat de violence envers les personnes trans, un climat porté par un gouvernement russe ouvertement LGBT-phobe, ce qui conduit à une multiplication d'agressions verbales, physiques et systémiques pour les personnes concernées. En Russie, tu menais des études de journalisme que tu as malheureusement dû abandonner en partant, mais cette vocation ne t'a jamais quitté puisque finalement en France, tu vas cofonder un média, XY Media, lancé le 8 mars 2021 et qui est, je crois, le seul média transféministe en France. En parallèle, tu es une personne très engagée, tu es militante à Révolution Permanente, un mouvement politique qui essaie de remettre sur le devant de la scène un marxisme révolutionnaire trotskiste dépoussiéré qui parle de genre, de racisme systémique et d'écologie et qui a osé présenter à la présidentielle de 2022 un candidat racisé issu des classes populaires. Ce qui amène ma première question. Sacha, tu es une femme forte, politisée, trans et réfugiée qui refuse clairement de se taire et de se laisser intimider. Du coup, qu'est-ce que ça fait d'être le pire cauchemar d'Éric Zemmour? Je ne sais pas si je suis le pire cauchemar de l'extrême droite, mais en tout cas, depuis que j'ai émigré en France, c'était un vrai apprentissage politique très accéléré. C'est-à-dire que quand je suis arrivé en 2018, c'était juste à la veille du mouvement des Gilets jaunes. Et du coup, mes premiers mois en France, c'était vraiment conjugué avec des scènes incroyables de lutte de classe, des banques qui étaient pétées, de l'assaut de l'Arc de Triomphe, etc., etc. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionné, parce que je viens d'un pays où il y a pas beaucoup de lutte de classe, pas beaucoup de mobilisation de cet ordre-là à cause de la répression, notamment du régime de Poutine. Depuis que je suis en France, tous les ans, il y a des mobilisations importantes, le mouvement de retraite de 2019, le mouvement de retraite de 2023, le mouvement pour la Palestine. Il y a eu des choses énormes qui se sont passées depuis que je suis arrivé en France, et c'est sûr qu'aussi il y a un climat très polarisé avec aussi l'extrême droite qui a énormément avancé depuis que je suis arrivé, avec du coup la progression à la fois sur le terrain parlementaire, mais aussi la montée des violences de l'extrême droite extra-parlementaire, etc., etc. Et c'est ce qui est aussi marquant pour moi, qui est arrivé en 2018, c'est aussi à quel point la question trans, la question des personnes LGBT, qui était plus, je trouve, marginale en 2018, où en fait c'était animé, même la rhétorique transphobe, les campagnes transphobes, c'était animé par une poignée de militantes anti-trans issues du mouvement féministe comme Stern et d'autres, les Radfem à l'époque. Comment cette question de la marge, elle est passée totalement dans le mainstream. Et en effet, maintenant, on a des ministres comme Bruno Retailleau, qui participent activement à l'offensive transphobe, notamment avec même l'interpellation récente de 64 personnes qui ont essayé d'empêcher la conférence de Stern Muto organisée par Magnus. Et du coup, ce qui m'impressionne, c'est aussi à quel point les choses évoluent rapidement sur les questions trans, et à quel point cette question est devenue centrale pour l'extrême droite, pas juste en France, mais aussi à l'échelle internationale, avec c'est la principale obsession de l'extrême droite trumpiste, de Elon Musk. Je pense L'extrême droite britannique, pareil, on en parle beaucoup. Donc, on y reviendra peut-être, on y reviendra de toute façon dans tous les cas, mais je me permets juste de te couper. Est-ce que ce serait possible de monter ton son sur ton ordi? Parce que là, moi, je suis au max sur OBS. Vas-y, je vais essayer. Voilà. Il faut juste que je me absente une minute parce que mon ordi est à l'étage. Aucun souci, t'inquiète pas. Du coup, pour enchaîner, en fait, ce que je disais au chat tout à l'heure, c'est que c'est marrant, mais dans ta réponse, tu as pris à peu près tous les sujets que je compte évoquer aujourd'hui. Donc, c'est super. On va décortiquer et on va prendre le temps d'aller sur chaque point un par un.
Le premier point, moi, Grave. sur lequel dont j'aimerais parler avec toi, ce serait concernant le monde associatif. Ouais. Parce que pour revenir un peu en arrière, quand toi tu es arrivé en France, j'ai vu qu'en fait tu parlais souvent en interview de ce moment et de l'importance qu'avait eu pour toi en fait le tissu associatif, Ouais. notamment à une période où tu t'es senti assez isolé et t'es arrivé justement d'un climat politique en Russie où c'était assez compliqué pour toi de militer. Et rapidement, en fait, tu vas te tourner vers deux associations dans lesquelles tu vas trouver du soutien et de la delphité, de la force, quoi, qui sont, je crois, Accept ST et l'ARDIS, ARDHIS, qui sont deux assos qui luttent Ouais. pour les droits des migrants LGBT+. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi, du coup, développer un peu sur ton rapport au monde associatif dans lequel je crois tu es très investi? Bah, j'ai été investi en tout cas. Bah, quand je suis arrivé, je pense que c'était très précieux parce que, en effet, quand on est en exil et quand par exemple, quand on fuit notre pays en tant que personne LGBT, etc., enfin, souvent c'est dur de nouer des liens avec des diasporas de ton pays parce que du coup, voilà, tu retrouves dans la diaspora souvent aussi des reflets de la société en tant que telle. Du coup, enfin, il y a un vrai sujet de l'isolement social des personnes immigrées LGBT. Du coup, enfin, pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important de pouvoir retrouver une communauté, du coup, dans la communauté LGBT exilée. Enfin, le fait que je puisse rencontrer Accept ST à l'époque, en 2018, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Enfin, je ne voyais jamais des personnes trans aussi organisées. D'autant plus que c'est une association qui a été fondée par des personnes trans immigrées. Et du coup, le fait qu'elles puissent s'organiser, lutter pour leurs droits, alors que l'État organise leur précarité, alors qu'il y a des lois xénophobes qui font en sorte qu'elles ne puissent pas accéder aux soins comme n'importe qui. Enfin, il y a des attaques constantes contre l'AME. On sait tous qu'il y a des centaines et des milliers de personnes immigrées à la rue ou dans les hôtels enfin, qui sont invivables, etc., etc. Du coup, enfin, pour moi, c'était un des premiers pas de politisation de pouvoir retrouver des femmes trans, des hommes trans qui luttent pour leurs droits voilà, commencer à s'organiser avec ces gens-là et commencer à me politiser davantage sur les questions LGBT et trans et voir qu'est-ce qui est possible parce que le tissu, comme tu dis, associatif en Russie, il est beaucoup moins développé et du coup, enfin, la communauté, elle est morcelée, enfin, elle est isolée, morcelée, elle est très faible politiquement, quoi. Du coup, en France, ce tissu, il est plus fort et c'était une étape importante. Et après, quand même, il faut aussi noter les limites du mode associatif. C'est ce que j'ai commencé à éprouver vers 2021-2022. C'est le fait que aussi les associations en France, enfin, pour moi, c'est même problématique que le mode principal d'organisation qui existe dans la communauté trans et LGBT, ce sont des associations qui, par définition, la plupart pour assurer leur fonctionnement, dépendent de subventions de l'État, dépendent de subventions des collectivités, dépendent des subventions de la DILCRA, par exemple, qui est un organe du gouvernement, etc. etc. Et en fait, ça créait aussi des limites de l'action politique parce qu'en réalité, c'est dur de critiquer celui qui te nourrit, quoi. Ouais, Enfin, ouais. financièrement en tout cas. Et ça limite aussi le discours, ça limite aussi les possibilités de contester jusqu'au bout le pouvoir et l'oppression et nommer jusqu'au bout les responsables. Et du coup, pour moi, c'était ça la limite que j'ai constatée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis plus une militante associative, mais je suis plutôt une militante politique révolutionnaire parce que j'en ai vu des limites importantes. Et pour autant, c'est pas pour minimiser le rôle que jouent les associations, les collectifs, dans le sens de voilà, autosupport des personnes précaires, autosupport des personnes trans qui ont besoin de soins spécifiques, qui ont besoin d'accumuler une expertise sur les questions de la santé trans. Donc, je pense qu'en tout cas, toutes ces associations ont joué un rôle important dans le fait de pouvoir mieux affronter le système de soins, dans le fait de développer des pratiques Hmm. de autosoutien médical, etc., etc. Et après aussi, évidemment, pour les associations
spécifiquement comme accepté CR10, elles ont joué un rôle énorme pour accompagner des milliers de personnes LGBT qui sont arrivées en France dans leur parcours de délai de demande d'asile, dans leur parcours, si la demande d'asile est rejetée, de recours, etc., etc. Donc, c'est pas pour minimiser non plus leur importance, mais pour moi, c'est aussi important de soulever leurs limites. Et pour moi, en tout cas, c'est une question cruciale, même pour les personnes LGBT, pour les personnes trans, c'est quelle forme organisationnelle on choisit pour pouvoir s'affronter à l'État et au système capitaliste qui est en crise et qui, du coup, nous cible directement de plus en plus. Et en tout cas, pour moi, cette forme organisationnelle, c'est le fait de construire une organisation révolutionnaire. Ouais, d'ailleurs, je pense que dans les limites de l'associatif, il y a un autre point, moi, que je trouve assez important et dont j'avais envie de discuter avec toi, mais c'est que, oui, dans l'associatif, il y a beaucoup de choses incroyables, mais il y a aussi des travers dont on parle pas assez. Et par exemple, moi, je trouve qu'en France, en ce moment, les associations remplacent de plus en plus souvent les institutions étatiques. En gros, l'État se désengage d'énormément de sujets. Mais en fait, les problèmes sont toujours là, ce qui fait qu'à la place de fonctionnaires rémunérés qui devraient faire un travail sur tel et tel sujet, on se retrouve avec des militantes et militants qui font ce qu'elles peuvent pour gérer parfois des catastrophes. Donc des militantes et militants qui se donnent énormément, parfois trop, jusqu'à s'épuiser, parfois jusqu'à finir en burn-out. Et souvent, de ce que j'ai pu voir, c'est en plus des personnes qui fournissent un travail énorme, mais qui sont elles-mêmes dans une grande précarité, puisque ce qu'elles font est très très rarement rémunéré. Et justement, j'avais envie de te demander, est-ce que toi, qui as du coup passé quand même pas mal de temps dans les milieux militants, est-ce que c'est quelque chose que tu as pu observer du coup dans les différentes associations où tu as travaillé? Et comment tu penses justement qu'on devrait aborder cette question qui est quand même assez importante dans une société capitaliste, justement, de l'argent et du militantisme aussi, parce que finalement, ça pèse énormément sur beaucoup de personnes que j'ai pu croiser dans les associations. Non, mais tout à fait. Moi, je partage tout ce que tu as dit, je souscris à tout. Enfin, moi, j'ai aussi une limite que je voyais, ouais, c'est le fait que en réalité, les associations font le travail qui est censé faire l'État de base, mais avec le néolibéralisme, avec la coupe budgétaire dans la santé, dans l'éducation, dans les services sociaux, etc., etc., ça se repose de plus en plus sur les bénévoles. Et moi, ce qui me marque aussi, c'est même la façon dont les ministres macronistes en parlent. Enfin, on se souvient de la citation, il me semble que c'était Gabriel Attal qui parlait du fait que s'il n'y avait pas les Restos du Cœur, s'il n'y avait pas les 300 000 bénévoles des Restos du Cœur, il y aurait une énorme crise en France parce que du coup, les bénévoles des Restos du Cœur remplissent un rôle de palliatif à la précarité que génère le gouvernement, le néolibéralisme. Et du coup, en fait, le problème aussi du monde associatif, c'est que pour moi, ça traite les symptômes, mais ça ne traite pas le problème à la racine, puisque le monde associatif souvent refuse la question du pouvoir, refuse la question de la responsabilité de l'État, parce qu'ils en dépendent. Et du coup, pour moi, c'est un peu un travail un peu circulaire qui n'a jamais de fin, puisque on traite les symptômes, donc la précarité qui grandit, un nombre croissant des personnes sans abri, un nombre croissant des personnes exilées qui n'arrivent pas à accéder aux soins, parce qu'il y a la législation qui passe de plus en plus dure, parce que de plus en plus de personnes se retrouvent au chômage, etc., etc. Mais on ne s'attaque pas aux racines du problème, qui est le capitalisme, qui est la politique des gouvernements successifs, etc., etc. Et du coup, pour moi, c'est ça une énorme limite. Et c'est pour ça que les gens s'épuisent et font des burn-out en masse dans le monde associatif. C'est que c'est un travail très ingrat. Tu as l'impression qu'il n'y a jamais de fin. Et quelque part, tu as raison. Tant que tu n'as pas mis fin à l'exploitation, à l'oppression, il n'y aura jamais de fin. Enfin, tu ne peux pas juste, à travers ton action routinière d'aide à chaque personne individuellement, tu ne peux pas parvenir au bout de la misère que génère le capitalisme. Du coup, pour moi, c'est ça la principale limite. Et pour autant, enfin, évidemment, que c'est pas pour, encore une fois, minimiser ou relativiser le travail important que font les associations et les collectifs. Et heureusement qu'il y a des gens engagés, etc., etc. Mais moi, ce que je voudrais juste souligner, c'est que imaginez juste si les centaines de milliers de personnes qui ont pu s'engager dans les Restos du Cœur depuis les années 80, si cette armée de bénévoles, c'était une force politique qui contestait le gouvernement, si on lançait une grande mobilisation pour mettre à bas des prochaines, même les réformes qui viennent d'entrer en vigueur sur la RSA et le travail obligatoire, le travail, les rendez-vous, etc., de 15 heures par semaine. Si on mettait une force sociale, une mobilisation large impliquant
toutes les organisations politiques, associatives et syndicales pour contrer les projets du gouvernement de Macron, ça soulagerait énormément, potentiellement, des problèmes auxquels essayer de pallier le monde associatif, c'est-à-dire la précarité grandissante, le chômage, le sans-abrisme, voilà, aussi le problème d'accès aux soins, etc., etc. Et même aussi sur la question de la santé, j'ai fini sur ça, mais sur la question de la santé, ça me paraît vraiment frappant, c'est-à-dire que la plupart des associations trans aujourd'hui ont construit une énorme expertise sur l'accès aux soins, sur les transitions, etc., etc. Mais leur travail, de fait, il est en train d'être compliqué, il est en train d'être, comment dire, il y a beaucoup plus de difficultés que par le passé parce qu'il y a une casse de l'hôpital public énorme et du coup, oui, les transitions deviennent de plus en plus inaccessibles parce que les meilleurs chirurgiens, les meilleurs spécialistes passent tous dans l'hôpital privé. Donc oui, ça devient inaccessible et du coup, c'est pour ça que aussi beaucoup de personnes trans fassent des cagnottes pour leur transition, etc., etc. Et donc, c'est la preuve que, si on veut lutter aujourd'hui pour les droits trans, ça ne suffit pas de juste pallier une par une, aider une par une toutes les personnes trans qui sont en galère, mais il faut s'attaquer au système qui génère cette précarité et il faut s'attaquer au gouvernement qui est en train de détruire l'hôpital public et faire en sorte que nous, les personnes précaires qui n'avons pas de choix que d'aller dans l'hôpital public, pour nous, la plupart des soins de la transition liés aux chirurgies, etc., etc., sont profondément inaccessibles parce qu'il y a des listes d'attente de plusieurs années et si on veut avoir une opération, il faut aller dans l'hôpital privé. Ouais, c'est super intéressant parce que je trouve que ça montre une réalité, c'est qu'on est un peu prisonnier des fois dans nos modes d'agir d'un système où on nous renvoie à du palliatif, quoi. C'est vraiment traiter chaque symptôme à un moment où il apparaît en faisant de notre mieux pour essayer que ça se passe le mieux possible pour les gens qu'on veut aider. Mais en réalité, toute cette énergie qu'on met là-dedans, elle fait qu'on n'est pas en mesure de lutter contre... en fait, il y a de manière très identifiée et très identifiable des gens qui sont les acteurs de la destruction du social, de la destruction de nos droits, de la mise en danger de nos vies. Mais peut-être avant qu'on parle plus en avant de justement la réponse politique qu'on peut avoir collectivement à ça, sur l'associatif, il y a une dernière question qui me vient là par rapport à la question de la santé que tu viens d'aborder. C'est que, si tu veux, un problème aussi que moi je vois dans le militantisme associatif, c'est d'arriver aussi à ce que des luttes se rencontrent concrètement. Par exemple, toi, tu es à la fois une femme trans et une personne exilée, et on sait que ça va créer des situations d'oppression et de discrimination spécifiques. Par exemple, pour une personne trans et sans papier en France, c'est très difficile d'avoir les accès aux soins dont tu parlais tout à l'heure. C'est très difficile d'avoir accès à des traitements hormonaux, d'avoir le suivi médical nécessaire. Donc des situations très complexes qui demanderaient en fait une vraie convergence des luttes. Mais dans les faits, si on regarde le monde associatif tel qu'il est aujourd'hui réellement, en fait, les grosses associations qui luttent pour les droits des migrants, en fait, elles s'intéressent très peu ou pas assez aux personnes LGBT+, et aux personnes trans. Et à l'inverse, les grosses associations LGBT+, ne se mobilisent que très rarement sur la question des migrations. Comment on peut imaginer sortir de ces impasses, sachant qu'évidemment, comme on vient de le dire, les associations sont déjà débordées et ne peuvent pas se mobiliser sur tous les fronts parce que c'est matériellement impossible. Non, mais oui, je suis d'accord avec les limites que toi tu soulignes. Moi, je pense que ce qui m'inspire en ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est la lutte des collectifs sans papier. Je pense que ça peut être une inspiration, pour toutes les personnes exilées, y compris pour la communauté LGBT exilée. C'est-à-dire que, actuellement, il y a, comme tu sais, à Paris, une occupation du lieu de la Gaîté Lyrique qui fait suite déjà aux précédentes occupations des lieux comme la Maison des Métallos l'année dernière, etc., etc. Et en fait, c'est un collectif de jeunes de Belleville qui est composé des sans-papiers, des immigrés qui luttent pour leurs droits, qui occupent des différents lieux, qui mènent des mobilisations politiques, qui interpellent toutes les organisations associatives, syndicales, politiques pour qu'ils prennent en charge la question des luttes pour la régularisation des sans-papiers, pour leur accès au logement, pour leur accès aux études, pour leur accès aux soins, etc., etc. Et je trouve que c'est, en tout cas, au-delà, tu vois, de
examiner les contradictions du monde associatif et comment on force les grosses associations de prendre ces questions en charge. Moi, je pense qu'en tout cas, il y a un exemple d'un secteur en particulier dans le monde de lutte des personnes exilées qui m'inspire vraiment énormément. C'est le collectif, voilà, comme je disais, des jeunes de Belleville, parce qu'il montre que, en fait, c'est par la mobilisation, par la lutte politique, par aussi le fait d'exposer l'hypocrisie de la mairie de Paris, de Hidalgo, etc., qu'il est possible, à travers un rapport de force, clairement, à travers un rapport de force qu'ils arrivent à construire et imposer par leur lutte, qu'il est possible d'obtenir des choses. Et du coup, là, ils sont dans un moment plus difficile de la lutte où, malgré l'occupation, malgré le fait que Gaëtan Lyric, même l'administration du lieu, défend le fait qu'ils puissent tous être hébergés, le fait qu'il y a eu des médias, le fait qu'il y a eu plein d'organisations qui ont pris leur défense. Tout de même, la mairie veut procéder à l'expulsion du lieu avec des huissiers, de la police, etc., etc. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un exemple qu'aujourd'hui, en tout cas pour les personnes exilées, LGBT, trans, etc., tout ce qu'on va gagner, ça va passer par un rapport de force, ça va passer par la mobilisation, et évidemment pas que de nous solo, mais aux côtés d'autres organisations qui vont accompagner nos combats, etc., etc. Et en tout cas, nous, pour nous, chez RP, la lutte pour les droits des immigrés, des sans-papiers, elle est cruciale dans un moment où l'extrême droite et le gouvernement font un de leurs chevals de bataille, alors qu'il y a tous les ans des lois d'immigration, alors que Retailleau propose de durcir encore, d'augmenter encore les expulsions. Il propose maintenant même de suspendre l'accord franco-algérien pour restreindre l'immigration algérienne, etc. Du coup, pour nous, partout où on est implanté, notamment par exemple à l'Université de Paris 8, on essaie de mener des campagnes en faveur de régularisation des sans-papiers, en faveur aussi du fait qu'ils puissent accéder aux études, et du coup, notamment avec les collectifs des étudiants étrangers à Paris 8, on a pu mener des politiques communes, des campagnes pour la régularisation des étudiants sans-papiers. Et donc, c'est la logique qu'on a à partir des lieux où on est implanté, que ce soit dans le monde du travail, dans le monde d'études, essayer de mener des actions en faveur de régularisation de nos camarades qui n'ont pas de papier. Donc, de la même façon, nos profs, nos camarades militants profs, essayent de faire en sorte que les sans-papiers mineurs, exilés, etc., puissent être inscrits dans leur école, puissent utiliser ça comme un argument ensuite pour la préfecture, etc. Donc, on essaie aussi, avec notre organisation, de mettre beaucoup de nos capacités, beaucoup de nos muscles en action pour contrer les politiques racistes du gouvernement, pour obtenir des régularisations et pour participer à ce rapport de force que centralement, actuellement, construisent des organisations comme la Marche de solidarité, le collectif des jeunes de Belleville, pour contrer tous les projets racistes du gouvernement et obtenir des avancées, de nouvelles victoires pour les sans-papiers, pour les immigrés. Et ça inclut pour moi, évidemment, les personnes exilées LGBT. Et dans ta réponse, moi, je note la place centrale que tu donnes à la notion de rapport de force. Et justement, en fait, il y a quand même une question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a, dans la gauche, on a la sensation de deux chemins qui sont en train de se tracer, entre d'un côté un réformisme légaliste qui dit que pour changer les choses, ça va plutôt passer par la voie électorale et le chemin de l'institution parlementaire, le process démocratique lent du légalisme, changer les lois, etc., etc. On a cette gauche française qui défend ça et qui est déjà mis au pilori des grands médias, puisque si on regarde sur CNews ou BFM, on a l'impression que tout le monde de Mélenchon à Tondelier est un dangereux révolutionnaire, sauf qu'en réalité, on a surtout affaire à des sociaux-démocrates, parce que c'est ce que c'est. Désolé les insoumis du chat qui ne le sauraient pas, mais même LFI, c'est pas un parti révolutionnaire. D'ailleurs, le Conseil d'État ne place pas LFI à l'extrême gauche, justement parce que c'est un parti qui a une approche réformiste par l'institution.
Et du coup, toi, je crois savoir justement que ce réformisme de gauche, c'est pas ton ADN politique, puisque tu vas plutôt être dans une idée de du rapport de force avec le gouvernant. Et est-ce que tu pourrais justement nous parler de comment est-ce que tu imagines ça à la place, notamment avec Révolution Permanente, qui est le mouvement politique auquel tu appartiens, et justement, quelle est votre pensée et quelle est votre relation justement avec la pensée réformiste et pourquoi vous, c'est pas du tout cette tendance-là qui est la vôtre? Oui, bah, moi je pense que ce par quoi on peut commencer, c'est probablement l'année dernière où les désaccords et les divergences entre les révolutionnaires et les réformistes ont pu s'exprimer le plus autour de la séquence de dissolution de l'Assemblée nationale en juin et de la séquence des élections législatives qui ont suivi. C'est à ce moment-là où il y a eu la constitution du Nouveau Front populaire, à laquelle ont participé des partis réformistes institutionnels comme EELV, comme le PCF, comme la France Insoumise, comme le PS, mais aussi à ce front ont participé des organisations comme le Nouveau Parti anticapitaliste, qui se revendiquent de base comme révolutionnaires, anticapitalistes, etc. Et donc, Vous on à a vu... Révolution Permanente, vous avez choisi de pas adhérer au NFP, Exactement. de pas le rejoindre. Exactement, parce que nous, on considérait que le NFP, tout comme la NUPES avant, c'était une combine électorale qui, en réalité, redonnait un nouveau point au Parti socialiste, qui était un parti du régime pendant des décennies qui s'alternait avec la droite au pouvoir et qui, on le sait, a joué un rôle hyper important dans la montée de l'extrême droite en France. Du coup, on disait juste que c'était impossible de participer à une alliance politique avec cette formation-là, alors que c'était évident qu'elle a utilisé son nouveau point qu'elle allait acquérir grâce au NFP pour défendre le régime. Et je pense que 6 mois plus tard, quand on voit les fruits de cette politique qui a été menée par la gauche politique, la gauche syndicale aussi, enfin la CGT et Solidaire ont milité la campagne du NFP. Mais quand on voit 6 mois plus tard ce que ça a donné, on voit que le PS, avec ce nouveau point, avec leurs députés, enfin, ils ont doublé la taille de leur groupe parlementaire. Maintenant, ils sont en train de discuter, négocier avec le gouvernement, tout comme EELV et tout comme le PCF. Ils sont en train de discuter avec le gouvernement pour parvenir à un possible accord de non-censure en échange des concessions budgétaires, en échange de la possible, même pas abrogation de la réforme de retraite, mais suspension et négociation autour d'une plutôt réforme de retraite à points, etc. etc. Donc on voit quel rôle ont joué les partis de la gauche institutionnelle avec leur alliance et que ça n'a pas seulement n'a pas permis de stopper la progression de l'extrême droite qui en réalité elle a été stoppée relativement, mais elle a aussi progressé énormément dans son poids. Et depuis, elle a beaucoup participé à dicter l'agenda du gouvernement en le menaçant de censure. On l'a vu avec le gouvernement de Barnier, même si au final il est tombé. Donc pour nous, en tout cas, il y a un désaccord important avec la gauche institutionnelle autour de toute cette séquence qui continue jusqu'à aujourd'hui. Si par exemple l'accord va être obtenu et aujourd'hui dans le discours de la politique générale de Bayrou, on va entendre que voilà, il y a eu un accord qui a été trouvé avec le PS. Pour moi, ça sera le dernier clou dans le cercueil du NFP, quoi. Enfin, c'est une rupture assumée. Et pour nous, enfin, ce que nous on a défendu, c'est une campagne en juin indépendante, révolutionnaire qu'on a pu mener seulement malheureusement dans une circonscription du fait que l'état de développement de notre organisation ne permettait pas de mener une campagne nationale dans plein de circonscriptions différentes. Mais en tout cas, que ce soit en France ou par ailleurs aussi actuellement en Allemagne dans les élections fédérales, nous sommes contre les alliances avec des partis bourgeois comme le PS. Et nous, ce qu'on propose souvent, c'est on a étendu par exemple l'invitation à lutte ouvrière et au NPA révolutionnaire aux élections législatives de faire plutôt un front des révolutionnaires aux élections législatives pour proposer une véritable alternative au réformisme politique. Mais est-ce que c'était pas un gros risque à prendre? Est-ce que c'était pas un gros risque à prendre vu la position de force de l'extrême droite
À ce moment-là, on sort des élections européennes avec un Jordan Oui. Bardella malheureusement au sommet, mis en avant par tous les médias et déjà déclaré gagnant avant même que le combat ait commencé. On a une gauche extrêmement divisée. Évidemment, moi, je plus sois la remarque sur le PS que je ressens aussi effectivement comme potentiellement capable de faire sombrer la gauche en entier. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il fallait pas justement une alliance la plus large possible pour avoir une chance de gagner la partie, ce qui finalement, factuellement, s'est produit puisque le NFP a quand même réussi à remporter le plus de sièges à l'Assemblée. Est-ce que c'était pas quand même un gros pari de dire on reste solide sur nos valeurs, on va pas vers le PS, mais d'un autre côté, ça veut dire peut-être que demain, on est dans une France dirigée par Bardella avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, à savoir le fascisme au pouvoir. Bah, moi, je vois tout à fait là d'où tu viens. Pour moi, c'est un peu une logique du moindre mal, enfin que qu'on voit en fait s'exprimer à chaque élection législative, à chaque élection présidentielle en France. Enfin, depuis des années, il y a toujours des discussions autour du fait que oui, on n'a pas le choix, on doit voter dans le premier tour pour le candidat de gauche le plus haut. Dans le second tour, on doit voter pour les macronistes pour stopper la progression de l'extrême droite, etc., etc. Mais pour moi, enfin même le NFP, la façon dont je vois les répercussions dans le monde militant après, pour moi, le NFP n'a pas participé à renforcer la gauche. En fait, il y avait une illusion que juste arriver en tête des élections législatives, ça va permettre d'obtenir un changement de politique, de forcer Macron à nommer Lucie Castet première ministre, etc. Et je pense que c'était une sous-estimation des mécanismes qui existent dans la Ve République et au service du monarque présidentiel pour, en réalité, ne pas respecter les résultats des élections, même si il le donne perdant, quoi. Et donc, on a vu que Macron a utilisé tout son pouvoir pour ignorer en effet cette victoire relative du NFP, de mener sa politique, de nommer un gouvernement Barnier encore plus à droite que le précédent, que le gouvernement d'Attal. Maintenant, le gouvernement de Bayrou, on a des ministres à la fois, on a dans le même gouvernement un ministre Retailleau et un ministre Darmanin. Donc, on a vu que la politique menée par le gouvernement, elle a avancé beaucoup à droite. L'extrême droite s'est renforcée, j'estime, en ces 6 mois. Et la conséquence du NFP est du fait que cette victoire électorale relative ne s'est pas traduite par un véritable changement politique. Pour moi, ça a été la démoralisation de notre camp. Moi, je vois maintenant cet automne, il a été particulièrement automne en termes de lutte de classe, en termes de mobilisation, même féministe, LGBT, parce que beaucoup sont un peu dans un état de désespoir et de démoralisation. Suite au fait qu'ils ont mis tous leurs œufs dans le panneau du NFP et de la victoire électorale en juin. Et ensuite, juste Macron a fait fi de ces résultats, quoi. Et du coup, pour moi, en tout cas, cette logique du moindre mal, en réalité, pour moi, elle a participé à affaiblir notre camp, à renforcer le PS, et que le PS maintenant utilise ce point-là, tout comme ELV aussi, pour potentiellement fracturer le NFP, ouvrir un canal de sauvetage au macronisme. Et tu vois, maintenant, mais si ça se produit en effet et si le NFP éclate, ça va renforcer même la démoralisation et aussi la haine, le ressentiment à l'égard de la gauche institutionnelle. Et je pense que pour moi, c'est aussi une responsabilité, même au-delà du PS, pour moi, c'est une responsabilité aussi de LFI, pour moi, c'est aussi une responsabilité du NPA, qui ont légitimé cette alliance, enfin, qui aussi, déjà, de la NUPES, on sauvait le PS de quasi-disparition. Et en tout cas, pour nous, la perspective de lutte contre l'extrême droite, nous, on a beaucoup insisté, pendant les élections de juin, sur le fait que les syndicats qui faisaient la campagne du NFP et qui littéralement militaient la campagne politique du NFP, ce qui est assez rare parce que d'habitude, les syndicats prétendent une neutralité politique. Pour nous, on insistait à l'époque sur l'importance de construire une mobilisation plutôt contre l'extrême droite dans la rue, sur le lieu de travail, et qu'il fallait utiliser tout le point qui existe de la confédération de la CGT, de Solidaire, de toute l'intersyndicale, pour lancer une mobilisation inédite, historique, contre l'extrême droite, qui dépasse même en taille les mobilisations, enfin les fameuses 2 journées de manifestations qui ont eu, il me semble, 600 000 manifestants à une d'elles. C'était quelque chose
chose d'énorme, mais c'était juste une mobilisation dans la rue en soutien au NFP, enfin, pour propulser NFP comme une alternative à l'extrême droite. Et pour nous, l'important, c'était de lancer une mobilisation pas juste dans les rues, mais vraiment une mobilisation qui stoppe l'économie, une mobilisation qui met à l'arrêt tout le pays, parce que si on prend au sérieux les menaces de Bardella, les menaces du RN justement pour les droits des exilés, pour les droits des LGBT, aussi sur le volet évidemment social, sur le volet climatique, environnemental, etc. Enfin, pour nous, on doit aller au-delà du champ institutionnel et électoral et lancer une mobilisation, enfin, quasiment à mort, je sais pas, contre l'extrême droite. Mais c'est envisageable, ça? Est-ce que, en fait, l'idéal d'une grande mobilisation populaire et sociale face à l'extrême droite, je l'entends, mais j'ai quand même, je pense que concrètement, c'est un sujet sur lequel je bosse depuis hyper longtemps, j'ai l'impression que déjà dans les milieux militants, on démarre à peine sur la question. Les gens, les gens découvrent encore aujourd'hui ce qu'est l'extrême droite, le fascisme, comment se constituent ces groupuscules. Il y a une ignorance extrêmement forte de la manière dont les différentes cellules de l'extrême droite sont constituées, comment ces gens s'arment, comment ils s'entraînent, comment ils se préparent, leur violence, tout ça, c'est encore si loin en fait dans les représentations collectives. J'ai l'impression que si aujourd'hui en France on n'arrive pas à mobiliser collectivement autour de l'inflation, autour des retraites, alors que ça touche quasiment 100% des gens, est-ce que c'est pas idéaliste d'imaginer qu'on pourrait mobiliser collectivement à grande échelle autour de l'extrême droite, alors que malheureusement, dans les faits, il y a énormément de gens qui votent à l'extrême droite, énormément de gens qui se ressentent pas forcément choqués des discours de l'extrême droite. On l'a vu là avec la mort du père Le Pen, hélas. Et on n'a pas... Enfin, cette force, je souhaiterais qu'on l'ait, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on ne l'a pas, quoi. Moi, en contre-exemple, Mathieu, moi, j'ai plusieurs exemples même qui sont des pays qui sont à côté de nous. Moi, je ne crois pas à l'exception française. Moi, je crois que c'est possible de mener des politiques ici contre l'extrême droite à très large échelle et qui impliquent la mobilisation de la rue, les grèves, les occupations des facs. Et j'en prends pour exemple ce qui s'est passé cet été au Royaume-Uni suite aux émeutes racistes qui ont été alimentées par l'extrême droite dans toutes les villes populaires du Royaume-Uni, où il y a eu vraiment des assauts des hôtels qui logent des immigrés. Il y a eu des checkpoints pour vérifier si les conducteurs étaient des Arabes, des Pakistanais ou des Blancs, et s'ils étaient des Blancs, ils les laissaient passer. Et du coup, face à ça, il y a eu une mobilisation des syndicats, des organisations politiques, des organisations associatives, et aussi même des phénomènes totalement spontanés, auto-organisés, des gens qui s'organisaient sur les réseaux sociaux pour aller contrer l'extrême droite dans les rues, pour défendre les quartiers, les mosquées qui étaient attaquées. Et moi, ça montre que il y a une possibilité de lancer un grand mouvement contre l'extrême droite. Et même aussi en Allemagne, tu vois, l'année dernière, quand il y avait les révélations qui sont sorties sur le fait que AfD a participé à un congrès où il discutait des projets de déportation de masse des millions des immigrés, et pas que des immigrés, mais aussi deuxième, troisième génération, et y compris aussi des militants pour les droits des migrants. Ça a choqué l'Allemagne, c'était un énorme scandale, et il y a eu une mobilisation de plusieurs semaines, un mois, qui a été investie par des millions de personnes. Mais le problème aussi de cette mobilisation, c'est qu'elle a été beaucoup appuyée et menée par des partis du régime, donc par les partis du gouvernement de coalition, donc par les Verts, par le SPD, par les chrétiens démocrates, etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était quand même très sage finalement. C'était très sage, et moi ça montre que la mobilisation en elle-même, elle ne suffit pas. Il faut aussi se demander sur quel mode d'ordre elle se fait et avec quelles composantes. Et donc on a vu que ces partis du régime qui participaient à cette mobilisation, c'était à leur faveur de diaboliser davantage AfD, de mettre tous les mots sur AfD, etc. Mais ensuite, ça ne les a pas empêchés de reprendre la politique de AfD. Maintenant, tous les partis de l'ancien gouvernement de coalition, notamment le SPD, les chrétiens démocrates, ils revendiquent le fait qu'il faut augmenter les déportations. Et maintenant aussi, les chrétiens démocrates, ils disent pas besoin de voter pour AfD, vous pouvez voter pour nous, parce qu'on va appliquer la même politique, mais vous n'allez pas voter pour les héritiers du nazi, basiquement. Et du coup, moi, je pense qu'en tout cas, on doit prendre l'exemple
de l'Allemagne et du Royaume-Uni, juste dans l'idée que c'est possible de lancer une grande mobilisation contre l'extrême droite. Mais que l'autre leçon qu'on doit tirer de ce qui s'est passé en Allemagne, c'est qu'on doit aussi pointer les responsables de ceux qui ont pavé la voie à l'extrême droite, c'est-à-dire c'est aussi le macronisme, c'est aussi le Parti socialiste, qui ont repris des thèmes, des politiques de l'extrême droite partiellement, et qui ont créé un climat profondément réactionnaire en France. Et du coup, c'est juste pour dire que, en tout cas, moi, je suis profondément optimiste sur la possibilité de contrer l'extrême droite, pas juste sur un terrain électoral, mais sur un terrain de mobilisation de masse. Et c'est ça qu'on défendait comme une perspective alternative au NFP, tout en menant notre campagne indépendante législative à l'échelle très modeste parce qu'on est encore une organisation petite. Mais en tout cas, nous, on pense que, par exemple, l'extrême gauche, sa responsabilité, ce n'est pas cautionner des alliances comme le NFP. Et c'est ouvertement critiqué toutes ces composantes qui ont littéralement participé à donner une seconde vie à un parti qu'on combattait il y a 10 ans, qui a passé la loi travail, qui est responsable de fermeture d'usines, de privatisation, etc. Et en tout cas, c'est un enjeu, enfin, comment dire, c'est un enjeu important. Enfin, c'est parce que ça permet aussi de défendre un projet en positif. Enfin, pourquoi est-ce qu'on se bat en positif au-delà du combat contre l'extrême droite? Pour quel projet? Est-ce que c'est un projet qu'on partage avec le PS? Je ne crois pas que notre camp social maintenant doit partager quoi que ce soit avec le Parti socialiste. Et on a eu plusieurs opportunités d'assassiner ce parti. Et malheureusement, il a été ressuscité de cendres d'abord par la NUPES et ensuite par l'UNFP. Et ça contribue maintenant à l'affaiblissement moral de notre camp. C'est pour ça que maintenant, même les féministes, enfin, pour revenir à cet exemple, et j'ai fini sur ça, mais même les féministes, cet automne, il y a eu un grand procès autour de Gisèle Pelicot, qui était un événement à l'échelle internationale, qui a choqué aux États-Unis, en Europe, etc., etc. Et le mouvement féministe a été incapable de lancer une grande mobilisation contre le patriarcat, contre les violences systémiques patriarcales, etc., etc., aussi dû à la démoralisation de la séquence du NFP. Enfin, littéralement, je vois à quel point ça a fait en sorte de déserter les cadres féministes, parce que les gens renoncent tout simplement à des perspectives de lutte, parce qu'ils ont mis tout dans l'espoir du NFP, dans l'espoir de Lucie Castet, etc., etc., pour ensuite se heurter au régime autoritaire de la Ve République, et ensuite constater aussi que ça n'a pas fait reculer l'extrême droite, que l'extrême droite continue d'avancer, mais nous, on a perdu du temps à renforcer des partis institutionnels qui lui imposent la voie. Donc, c'est ça ma réflexion sur le sujet, si je devais résumer. Mais du coup, pour expliquer bien la chose, à Révolution Permanente, vous avez une approche qui, du coup, est plutôt dans l'idée d'un rapport de force par le mouvement social, si je comprends ce que tu dis, mais qui pense quand même qu'il y a une importance d'être présent sur les élections, les échéances électorales, que ce soit les législatives ou les présidentielles, puisque vous aviez un candidat, Anas Kazib, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui était la seule personne racisée réellement issue des milieux populaires. Allez, il y a quand même Philippe Poutou qui est issu des milieux populaires, mais qu'on a pu voir dans cette campagne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous continuez du coup à aller sur ce terrain électoral? C'est une très bonne question. Enfin, en fait, pour beaucoup de gens, ça paraît contradictoire. Parce que les gens disent, vous critiquez les réformistes, vous critiquez les partis institutionnels, etc., etc. Pourquoi vous présentez aux élections pour participer à un parlement que vous dites vous-même un organe du pouvoir bourgeois, etc., etc. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est on s'inscrit dans la tradition politique des communistes révolutionnaires comme les bolcheviks, etc., etc., qui, en fait, considéraient que c'était, oui, important d'intervenir dans les grèves, dans les mobilisations, de construire son influence par le journal révolutionnaire, etc., etc., mais aussi d'être présent sur des arènes aussi importantes que la période électorale, qui en réalité attire l'attention et c'est suivi par des millions de personnes, voire par des dizaines de millions de personnes qui participent à ces élections. Et ensuite, même aussi le cadre du Parlement, c'est un peu, comme dire, une chambre qui est suivie politiquement par des millions de gens, et ce qui s'y passe est considéré comme
d'intérêt général, politique, etc., etc. Et du coup, pour nous, c'est important d'introduire dans ces cadres de l'arène des élections bourgeoises, ensuite l'arène du Parlement, etc., etc. Pour nous, c'est important d'introduire la critique même de la tenue de ces élections et comment en France, en fait, on a des mécanismes ultra antidémocratiques, enfin même les 500 parrainages qu'il est nécessaire d'obtenir, les parrainages des maires pour accéder à la présidentielle, la façon dont aussi il y a énormément d'obstacles financiers qui existent à la participation des petits partis, etc., etc. Enfin, donc nous, on participe pour aussi dénoncer ces mécanismes antidémocratiques qui profitent au parti du régime et qui défavorisent toute parole contestataire et toute formation politique qui sort du petit cadre des formations qui existent depuis des décennies. Et c'est important aussi pour nous de pouvoir s'introduire dans l'arène du Parlement ou d'autres organes qu'on peut investir pour y porter la critique du régime, pour y porter la critique de la Cinquième République, pour, depuis la tribune du Parlement, demander par exemple, mettre en avant les revendications, le mot d'ordre de la dissolution du Sénat, de la suspension de la figure présidentielle, du dépassement de la Cinquième République et en réalité d'aller vers un régime avec une chambre, une assemblée unique qui concentre dans son sein les pouvoirs législatifs et exécutifs et qui en fait fait en sorte on se débarrasse de la figure présidentielle, on se débarrasse du Sénat qui est une institution profondément réactionnaire qui fonctionne à suffrage indirect et qui en réalité sert de blocage pour toute réforme progressiste qui passe à travers le Parlement, pour toute réforme de gauche, etc., etc. Et du coup, pour nous, c'est important d'être présent dans ces cadres pour avoir une influence encore plus large, pour s'adresser à des millions de personnes et pour présenter une alternative jusqu'au bout au réformisme politique et syndical, à la fois dans les luttes, dans les grèves, sur les lieux de travail, sur les lieux d'études, mais aussi sur un terrain politique national. Et c'est ce que faisaient les bolcheviks. Quand ils avaient la possibilité de participer au Parlement, de participer à la Douma qui a été créée par le régime tsariste, ils sont présentés à la Douma. Et même Lénine, à l'époque, il discute que s'il n'y avait pas une période où il s'est présenté aux élections et où il participait au Parlement, c'est possible que ce qui s'est passé en 1917 aurait été impossible parce que les bolcheviks auraient une influence politique infiniment moindre qu'avec cette participation au Parlement et aux élections. Donc nous, on s'inscrit dans cette tradition-là. On a une participation révolutionnaire aux élections et au Parlement. On a des parlementaires, même en Argentine, notre organisation sœur, le PTS, on a un groupe de 5 parlementaires. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'on a des illusions sur le fait qu'on va changer la situation de le pays par les votes, par les lois qu'on va passer à travers le Parlement. On ne vise pas à obtenir comme un parti réformiste historique SPD allemand ou genre aujourd'hui LFI, on n'espère pas à obtenir une majorité parlementaire pour légiférer et changer petit à petit le capitalisme par des réformes de ce type-là. Nous, on mise toujours sur un rapport de force qu'on construit dans la rue, dans le monde du travail. Et pour nous, notre stratégie, c'est la grève générale, insurrectionnelle, etc., etc. Mais en tout cas, pour nous, les élections et le Parlement, c'est un outil d'étendre, diffuser notre influence politique. Ouais, moi j'ai un truc que j'ai gardé de ton intervention qui m'a interpellé, c'est l'idée que aussi en étant candidat, un petit mouvement comme Révolution Permanente, c'est quelque chose qui va démontrer aussi les injustices du dispositif. C'est-à-dire qu'il y a cette illusion démocratique que n'importe qui peut se présenter et que c'est hyper facile. Mais en fait, même le réformisme n'est pas accessible à tous et finalement, il n'y a que les acteurs qu'on invite au sein du dispositif médiatique dominant, bourgeois, qui vont pouvoir s'imposer. J'en avais déjà parlé un peu avec Philippe Poutou, qui m'avait raconté qu'il avait eu que 4 heures de temps de parole lors de la dernière campagne présidentielle. En comparaison, Macron, c'était 128 heures et Pécresse, 151 heures. Mais alors, avec Révolution Permanente et votre candidat Anas Kazib en 2022, vous avez battu un record selon l'Arcom. Du 1er janvier au 18 février 2022, votre temps de parole sur l'ensemble des radios et des chaînes de télévision, c'était 5 minutes et 1 seconde. Autant dire rien, c'est sidérant, quoi.
Et pourtant, vous aviez pas mal de soutien en ligne, vous arriviez à mobiliser dans la rue lors de rassemblements publics et des candidats qui avaient moins de présence médiatique et moins d'importance que vous, voire presque aucun soutien, avaient eux leur moment de télévision alors que vous, pas du tout. Donc on peut dire que vous avez été volontairement ignoré par tous les médias et ça pose une vraie question qui est que si les règles du jeu sont truquées et qu'on prétend gagner en jouant quand même avec ces règles, est-ce qu'on n'est pas condamné à devenir soi-même un tricheur d'une certaine manière? Pour expliquer un peu ma métaphore, est-ce que le plus grand tort du réformisme, c'est pas qu'il finit toujours par imposer des acteurs qui sont issus du même milieu dominant que celui qu'il prétend combattre? Bah, oui, je pense que c'est intéressant de formuler comme ça. Enfin, pour moi, le réformisme en France, c'est quoi? Enfin, même le LFI, qui est, je pense, la formation réformiste, un peu avec un discours le plus radical, enfin, qui par ailleurs est marginalisé par le régime, qui est attaqué par la presse bourgeoise, qui est attaqué par le gouvernement qui le met hors de l'arc républicain. Au final, quand même, LFI s'est animé en tant que parti politique par une figure qui est issue du PS et qui a eu, avant LFI, un parcours politique de décennies au sein du principal parti du régime de gauche, etc., et qui ensuite a choisi d'opérer une rupture et de construire sa propre formation, quoi. Donc, même, oui, je suis d'accord que le champ qui existe de possibilités même pour les réformistes, il est très restreint, quoi. Et la seule alternative qui a émergé ces dernières années, enfin, qu'on qualifie de néo-réformiste parce que ça nous semble comparable avec des phénomènes comme en Espagne, Podemos, comme au Royaume-Uni, Jeremy Corbyn, comme aux États-Unis, Sanders et Cortez. La seule alternative qui a émergé, elle est elle-même issue du PS, quoi. Enfin, c'est Jean-Luc Mélenchon, c'est un politicien professionnel qui aujourd'hui a 70 ans, qui a une expérience politique qui traverse des décennies et qui a pu utiliser son poids politique pour lancer une nouvelle formation. Mais sinon, en général, c'est un peu, comment dire, ce serait extrêmement dur, même pour un nouveau parti réformiste, de monter et aller aussi loin que LFI sans avoir ce bagage derrière, quoi. Du coup, oui, en effet, même dans la gauche institutionnelle et même dans la gauche plus radicale, il y a évidemment aussi la distinction qui nous sépare de ce monde, c'est que c'est aussi un monde de politiciens professionnels majoritairement. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est présenter des candidatures ouvrières aux élections, c'est montrer que c'est possible de faire de la politique en étant travailleur, en étant ouvrier, en étant prof, en étant médecin, etc., ou infirmière, aide-soignant, et montrer qu'il existe aussi une autre façon de faire de la politique, quoi. Et en tout cas, nous, l'idée, c'est, la divergence fondamentale, c'est que, par exemple, LFI et la gauche institutionnelle, leur objectif, même si maintenant ils peuvent dire les mots capitalisme, ils peuvent parler de révolution. Enfin, par certains moments, il y a Antoine Leumont qui dit quasiment qu'il est anticapitaliste. Ils organisent des tables rondes avec Olivier Besancenot qui vient à leur UDT, etc. Mais il ne faut pas perdre de vue que leur objectif, c'est quand même administrer un État bourgeois dans le cadre du système capitaliste. Et en fait, c'est utiliser les mouvements par en bas, les mobilisations de masse, etc., pour appuyer leur place dans les institutions face à la résistance de la finance, face à la résistance des institutions internationales, etc. Et je pense que c'est, malheureusement, comme on a pu le voir même de l'expérience au Chili, des années 70 avec Salvador Allende et ce qui a suivi par la suite la réaction de la bourgeoisie et l'arrivée au pouvoir ensuite de Pinochet, le coup d'État qui s'est produit. Je pense qu'on voit les limites aussi de la perspective réformiste, quoi. Même parce que maintenant, en réalité, prendre juste le pouvoir, gagner le pouvoir à travers les élections, c'est juste le début. Tu vas t'opposer à tu vas te confronter à une réaction extrêmement féroce du grand patronat, de toutes les institutions du régime. Et en tout cas, même si la France joue un rôle important dans l'Europe, la France n'est pas non plus la Grèce. Ce n'est pas exactement la même situation que ce qui s'est produit en Grèce quand Syriza est arrivé au pouvoir. Mais en tout cas, il y aurait une contre-offensive énorme que je pense que même LFI a tendance de sous-estimer, puisqu'elle ne prépare pas ses militants, ses forces à cette éventualité, quoi. Et c'est-à-dire que toi, tu penses qu'une victoire réformiste d'un parti de gauche, par exemple LFI,
ça créerait en fait forcément une levée de bouclier très forte du côté pas forcément que de la droite, mais surtout d'une bourgeoisie Oui. dominantes en place depuis des décennies, etc. Tu as pris l'exemple de la Grèce, qui par exemple, c'est vrai que on n'est pas du tout dans la situation politique de la Grèce en termes de rapport de force, mais effectivement, on avait vu en Grèce une victoire d'une gauche réformiste qui n'avait pas pu agir. Et tu dis, voilà, en fait, même dans imaginons que LFI réussisse son pari, imaginons qu'il y ait une victoire, toi tu te dis, on serait quand même dans une situation où, malgré la victoire électorale, on serait certainement dans un combat face à des forces bourgeoises dominantes qui, si on n'est pas prêt à rentrer dans un rapport de force très clair avec elles, on va se faire bouffer, quoi. C'est ça? Enfin, j'essaie de Je résumer. pense que oui, parce que en fait, en réalité, même les champs de possibilités pour que LFI puisse appliquer son programme une fois qu'elle arrive au pouvoir sont extrêmement limités, parce qu'on voit qu'actuellement, le système capitaliste à l'échelle internationale, il est en crise de plus en plus aiguë. On a des tendances même embryonnaires de récession à l'échelle internationale. On voit qu'il y a des licenciements qui se préparent très importants en nombre, que ce soit en France ou dans un pays voisin comme l'Allemagne. On voit que, par exemple, même dans un pays comme les États-Unis, il y a des difficultés économiques. Et en plus, tout ça, cela est conjugué à des tensions géopolitiques, militaires, à la crise climatique qui engendre des énormes catastrophes, etc., etc. Donc ça, c'est juste le contexte dans lequel LFI pourrait arriver au pouvoir, que ce soit en 2027 ou à travers les élections législatives anticipées ou une présidentielle anticipée en 2025. Tous les scénarios sont possibles. Mais Dans cette condition de crise, elle aurait un champ extrêmement limité pour appliquer son programme, et en plus, elle n'aurait probablement pas une majorité absolue dans le Parlement, ce qui l'obligerait à beaucoup trouver des compromis avec avec des potentiels partenaires de coalition au Parlement, et ça l'amènerait à diluer son programme. Et surtout, oui, même en essayant d'appliquer son programme, même diluer du NFP, parce que le programme du NFP représente un recul par rapport au programme à venir en commun, même en appliquant le programme du NFP, c'est sûr que ça va rencontrer une résistance extrêmement féroce du marché, du grand patronat, des milliardaires français comme Arnaud, comme Bolloré, etc., etc. Et on a vu de l'exemple de Chili que, genre, une fois que tu as face à toi le grand patronat, il ne va pas hésiter à déstabiliser la situation autant que possible. Enfin, à l'époque, si on regarde un documentaire comme La bataille du Chili, les patrons à l'époque, ils criaient artificiellement un déficit des produits dans les magasins, et ils géraient artificiellement une situation de genre où quasiment le pays était au risque de famine, quoi. Donc nous, on pourrait se confronter à une résistance de ce type-là. Et malheureusement, je pense qu'un projet institutionnel électoral comme LFI ne prépare pas du tout ses militants à cette éventualité-là de qu'est-ce qui arrive une fois que Mélenchon arrive au pouvoir. Mais justement, non, ça... je voudrais rebondir, Ouais. c'est-à-dire que dans cette logique d'une résistance forte du patronat, de la bourgeoisie, etc., on pourrait, du coup, il y a une question du chat à ce sujet, mais que je trouve assez juste, et cette réaction-là, on pourrait imaginer la même avec des grands mouvements sociaux, ouvriers, populaires, qui seraient dans les rues, etc., et tout. On pourrait imaginer Totalement. une même réactance hyper forte de la part de la bourgeoisie. Qu'est-ce qui ferait justement une différence? Pourquoi est-ce que vous seriez moins dans une situation où vous seriez étouffé par cette bourgeoisie-là, cette violence-là, et pourquoi est-ce que vous seriez plus en capacité de changer les choses? Parce que vous auriez finalement les mêmes contraintes à un moment donné, non? Ah oui, oui, bien sûr. Enfin, en fait, même toute une possibilité d'un mouvement de masse qui s'affronte au régime et qui porte un programme radical et qui prône même le renversement du système capitaliste, l'expropriation de grandes industries de la main du patronat, etc., etc. Évidemment que ça va rencontrer aussi une résistance incroyable, y compris militaire.
de la part des classes dominantes. Ça, c'est évident. Et même si, par exemple, une situation de ce type se produisait en France, et on arrivait dans une situation vraiment révolutionnaire, le gouvernement tombait et quelque chose, s'ouvrait vraiment une situation révolutionnaire, c'est sûr que des pays voisins, enfin, on l'a vu même à travers la révolution russe, c'est sûr qu'il y aurait une intervention extrêmement forte sur plein de niveaux, y compris, c'est pas à exclure, une intervention militaire. Donc, c'est ce qui s'est produit suite à la révolution russe, où il y a eu 14 pays occidentaux bourgeois qui ont envahi le pays pour mater la révolution. Donc, ça, c'est certain qu'il y aura toujours une résistance extrême de la bourgeoisie, que ce soit même à la victoire du réformisme ou à un grand mouvement qui souhaite bousculer son pouvoir. La question, c'est plutôt que je pense que dans une situation où on aurait des élections législatives anticipées ou des élections présidentielles anticipées dans lesquelles LFI aurait une possibilité de passer au second tour et même ensuite gagner au second tour face au RN, etc., si ce n'est pas accompagné d'une mobilisation des millions de personnes et ça arrive juste à froid, et ensuite, toutes ces offensives de la bourgeoisie arrivent et combattent les filles et essayent d'affaiblir sa place dans le régime et essayent de faire en sorte de contrer tous leurs projets et qu'il n'y a pas de mobilisation. Malheureusement, on a des vrais risques de durcissement autoritaire encore du régime, de même du renversement de les filles par des forces de l'extrême droite, par la police, etc., etc. Et moi, là, je pense que la différence, c'est que, évidemment, oui, un grand mouvement va aussi rencontrer une résistance de ce type-là extrêmement violente. Mais la différence, c'est que tu as un grand mouvement qui est composé des millions et des dizaines de millions de personnes, qui se structure dans les facs, où genre les facs deviennent des bastions à partir desquels tu fais de la politique, à partir desquels tu organises ta défense face à des troupes d'extrême droite, face à des groupuscules qui viennent avec des bâtons pour te casser tes occupations. Les lieux de travail, les transports, les raffineries, les hôpitaux, les écoles, tout cela, ça devient aussi des bastions de haute organisation, là où tu tiens des AG pour animer le mouvement, là où tu décides les suites, là où tu décides comment on contre une telle ou telle attaque. Et du coup, la différence, c'est que tu auras des millions et des millions de personnes qui sont en branle pour aller combattre jusqu'au bout toute offensive que va mener l'extrême droite, toute offensive que va mener la bourgeoisie, la police, etc., etc. Mais du coup, on pour parle moi, quand même... la discussion, c'est juste la question du rapport de force. Est-ce qu'on subit cette offensive à froid en n'ayant rien construit ou est-ce qu'on l'affronte en ayant des forces à disposition qui sont capables de la combattre et qui, c'est ça qui, dans les situations révolutionnaires, se produit. Les masses accèdent aux armes, les masses organisent leur propre autodéfense, elles construisent des véritables bastions sur le lieu de travail et d'études et du coup, ils mènent un combat à mort contre les troupes fascistes, contre les troupes du régime, etc., etc. Contre l'armée, contre la police. Il y a à la fin, le mot n'est pas dit, mais il faut le poser. Il y a une guerre qui se dessine. Donc, dans cette perspective-là, à un moment donné, quand on dit oui, s'il y a des troupes qui arrivent en face, il faudra se battre, et tu parles de combat à mort, etc. et tout, c'est la guerre, du coup, à un moment donné, quand même. Et ça. La révolution, c'est quasiment, oui, une guerre civile. Mais ouais. Le problème, c'est qu'on peut arriver aussi dans des conditions de guerre civile sans pour autant y être préparé. Tu vois ce que je veux dire? On peut y arriver aussi à travers une victoire de la gauche institutionnelle qui va être combattue férocement par la réaction. Et pour autant, on sera totalement désarmé parce qu'il n'y aura pas de mobilisation qui accompagne ce processus. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est ça le danger, un scénario de danger. Mais après, même pour l'instant, il est peu probable parce que je ne crois pas que dans les conditions actuelles, surtout avec faisant suite au NFP, que LFI puisse dépasser son plafond de verre. Parce qu'en réalité, le problème, c'est qu'ils avaient la possibilité de tuer, d'assassiner le PS et faire en sorte de vraiment être quasiment la seule force politique où genre, la gauche, son centre de gravité se tournerait vraiment vers LFI, comme c'était le cas par ailleurs en partie en 2022, la NUPES, c'était LFI, la force centrale, mais en redonnant un point supérieur au PS, ils ont dilué leur propre place. Et du coup, je pense que la question, c'est aussi, est-ce que LFI aujourd'hui a des meilleures chances de gagner qu'en 2017 ou en 2022
alors qu'ils ont nourri un adversaire à gauche qui est le PS, qui va faire en sorte d'utiliser tout son poids avec ELV et avec le PCF pour torpiller LFI. Donc la question c'est aussi est-ce qu'une candidature de LFI qui va faire face à la fois à la résistance du régime mais aussi aux attaques de ses partenaires du NFP, est-ce qu'elle serait capable de passer au second tour et même de gagner face au RN? Moi, je pense que c'est une vraie question. Je pense que leurs positions sont plus affaiblies à mon sens en tout cas, qu'il y a 2 ans. Mais juste pour revenir quand même sur cette question de la violence, moi je pense qu'il y a quand même quelque chose à poser, c'est que j'ai l'impression que souvent d'ailleurs quand on met le mot révolutionnaire, ce qui fait peur aux gens et ce qui fait que si on regarde la réalité, c'est que la plupart des mouvements politiques qui portent un idéal révolutionnaire à gauche sont quand même assez minoritaires en termes de nombre d'adhérents, de nombre de personnes qui les suivent. Ils ont souvent une assise locale assez intéressante, mais en termes de poids à l'échelle nationale, ça reste quand même assez petit. Et je pense que ça vient aussi justement de cette peur de la violence, et c'est compréhensible en fait. L'histoire est pleine de révolutions qui ont mal tourné et où la violence légitime d'abord, car elle répondait d'une légitime défense face à des oppressions souvent horribles, c'est petit à petit transformé en une autre violence illégitime et oppressive au service d'une autre domination. Tu parles pas mal de l'exemple russe, du bolchevisme, etc. Malheureusement, on sait comment ça s'est terminé. Comment tu penses, toi, ce rapport à la violence et politiquement chez Révolution Permanente, comment vous y pensez, quoi, à savoir, si demain il y avait ce grand soir, quels seraient les garde-fous que vous auriez imaginés pour ne pas que la violence devienne justement illégitime et oppressive à son tour? Parce qu'on a beau croire qu'on est des bonnes personnes, en réalité, si on n'a pas de process qui empêche qu'on devienne nous-mêmes des mauvaises personnes, rien ne protège les gens de nous, quoi. Je ne sais pas comment formuler ça autrement. Non, mais je pense que c'est une question importante parce qu'on a l'expérience en effet de la révolution russe qui du coup a été une énorme avancée pour la classe ouvrière à l'échelle mondiale. C'était la première révolution menée par la classe ouvrière et la paysannerie aussi, qui a réussi à prendre le pouvoir, à renverser un régime, non seulement le régime tsariste, mais aussi le régime de la démocratie bourgeoise qui s'en est suivi avec le gouvernement provisoire, etc. etc. Et du coup, c'était un premier régime qui construisait le socialisme dans un pays comme la Russie, qui était extrêmement arriéré, enfin semi-féodal, etc., etc. Et je pense que la question de genre, comment on nous passait de ça, de la victoire de 1917 et 18, d'un pays qui a réussi aussi à mettre fin à sa participation à la Première Guerre mondiale à travers la Révolution. Moi, je trouve ça fou quand même, le fait qu'ils ont réussi à mettre fin à leur participation à la Première Guerre mondiale en ayant renversé leur propre régime qui participait à cette guerre. Mais comment on est passé de ça et d'un régime qui au début a pu passer des réformes extrêmement progressistes, c'est le premier pays du monde à légaliser l'avortement, le premier pays du monde à dépénaliser l'homosexualité, enfin un des premiers. Même, il a permis même le changement du genre à l'état civil. Ça, c'est peu connu, mais pour les personnes intersexes, c'était possible de changer de l'état civil en URSS. Comment on est passé de ça? En espace de quasiment 6-7 ans, on est passé à un régime beaucoup plus bureaucratique et qui a propulsé au pouvoir Staline, qui a en réalité fait en sorte de détruire en réalité toute forme de démocratie ouvrière qui existait à travers les conseils ouvriers, etc., etc., et les concentrer dans les mains de l'appareil du parti, de la case bureaucratique aussi qui dépassait le parti, et aussi dans ses propres mains. Enfin, c'est-à-dire que ça s'est abouti par quasiment une dictature violente avec la figure de Staline qui a utilisé la police politique qui a été créée dans une période de guerre civile justement pour contrer le camp adverse, donc ceux qui voulaient le retour du tsarisme et ceux qui travaillaient main dans la main avec les puissances bourgeoises occidentales, etc., etc. Comment il a utilisé cet appareil de la police politique pour ensuite le diriger vers tous les opposants, y compris vers ses anciens camarades du parti, les trotskistes, etc., etc., mais aussi des minorités religieuses, les minorités ethniques. Enfin, c'est-à-dire que l'URSS a fini par quand même devenir un pays qui, dans les années 30 et 40, a mené de grandes purges ethniques à l'égard des minorités du Caucase, les Tatars de Crimée, les Balkars, par exemple, c'est ma nation.
qui a subi des véritables purges ethniques. Et donc la question c'est genre oui, comment on fait en sorte que la révolution ne dégénère pas? Et je pense que nous, on a quelques réponses à ces questions, notamment en prenant l'exemple de la Russie. C'est-à-dire que le grand problème, c'était que c'était une révolution qui était isolée et qui n'a pas réussi à s'étendre au-delà des frontières nationales. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup l'espoir qu'il y aura une révolution qui va suivre en Allemagne, qu'il y aura une révolution, je ne sais pas, au Royaume-Uni, en Bulgarie, dans d'autres pays européens, en France, etc., etc. Et malheureusement, à cause de plein de circonstances sur lesquelles je ne vais pas revenir, ça ne s'est pas avéré, quoi. Enfin, c'est d'abord le système capitaliste a réussi à se stabiliser vers 1920, etc., etc. Et du coup, ça a mis fin à la possibilité immédiate d'étendre la révolution au-delà des frontières de l'URSS. Et du coup, cette situation du socialisme dans un seul pays, ça a vraiment fait en sorte que le pays a été condamné à des énormes contradictions. En sachant qu'il a été aussi exsangue, il a été aussi ultra appauvri et au bord de la famine à cause de la conséquence de la guerre civile, à cause du fait que voilà, beaucoup de ceux qui ont participé à faire des révolutions, les travailleurs, les paysans, les soldats, etc., etc., ont ensuite donné leur vie dans la guerre civile. Et en fait, ça a fait en sorte que toute la classe qui a participé à mener la révolution, elle a été affaiblie de ses meilleurs représentants qui participaient à des conseils, qui participaient à ces soviets et à ces organes de démocratie ouvrière. Et du coup, ça a permis la condition de l'émergence d'une bureaucratie qui administrait les affaires de l'URSS et ensuite aussi d'une figure, d'abord c'était, d'ailleurs pas que Staline, c'était une troïka, c'était trois, c'était Kamenev, Zinoviev et Staline. Et ensuite, Staline a pris tout le pouvoir et a commencé à des purges énormes politiques en utilisant, voilà, comme tu disais, l'appareil de répression qui était conçu d'abord exclusivement pour la période de la guerre civile et pour contrer les tentatives contre-révolutionnaires. Donc, au final, Staline, qui a participé à faire les révolutions, il est devenu le premier agent de la contre-révolution. Et donc, évidemment, pour nous, on réfléchit à cette contradiction énormément à l'aune du XXIe siècle. Et donc, pour nous, une des principales conclusions, c'est que, évidemment, pour nous, le projet de la révolution qu'on porte, il n'est pas limité aux frontières nationales de la France. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait partie d'une internationale qui s'appelle la FT et qui existe dans 14 pays du monde, aux États-Unis, en Argentine, au Brésil, au Mexique, et en Europe, c'est la France, c'est l'Espagne, l'Italie, c'est l'Allemagne, etc., etc. Et du coup, pour nous, en tout cas, l'idée, c'est justement, en revenant à la question de la réaction bourgeoise, de la réaction même de l'extrême droite à une possibilité de révolution en France, pour nous, cette menace et ces contradictions seront beaucoup résolues par le fait d'aller plus loin que la révolution juste en France et faire en sorte qu'il y a des processus similaires au même moment dans les pays comme l'Allemagne, comme le Royaume-Uni, comme l'Espagne, comme l'Italie et évidemment, au-delà. Par ailleurs, je pense que la révolution, un potentiel de révolution en France, ça va avoir un effet en réalité aussi sur ces colonies, ça aura un effet aussi sur les territoires que la France avait l'habitude de dominer, notamment en Afrique, au Sahel, etc., etc. Ça aura des conséquences pour l'Algérie, pour le Maroc. Et c'est pour dire que, en tout cas pour nous, une bonne façon d'empêcher la dégénérescence de la révolution et éviter les écueils de la révolution russe, ce serait de se battre le plus possible pour son extension au-delà des frontières nationales. Mais à l'échelle locale, par exemple, tout simplement, comment est-ce que tu évites que... mais même, j'ai envie de dire, presque même aujourd'hui, ça pourrait se voir, tu vois, on a des violences, tu vois, énormes de l'extrême droite, on a des groupuscules dans la rue, etc., des gens dangereux, armés, et qui tuent, hein. Je rappelle que l'extrême droite, factuellement, tue en France. Voilà, on peut avoir une logique d'autodéfense face à ça, une logique de solidarité, ne serait-ce que pour pouvoir tenir des conférences, pour pouvoir continuer à parler de recherche. Hein. Moi, quand j'étais chercheur, il fallait que des antifas viennent faire la sécu de mes conférences parce que, comme je parlais de l'extrême droite, j'étais menacé de mort et j'étais tout seul face à ça. Si elle n'avait pas été là, j'étais dans ma merde, quoi. Mais cette légitime violence, on pourrait dire, donc de la légitime défense, qu'est-ce qu'on imagine en face pour que ça ne devienne pas
Ah ouais, lui, là, sur la base d'une rumeur, c'est un adversaire politique, on va aller lui tomber dessus. C'est aussi ça la révolution russe, hein. C'est aussi des chasses aux sorcières, c'est aussi des personnes qui ont été tabassées, qui n'avaient pas, sans réel processus démocratique de jugement, de garantie de leurs droits. Parce que moi, je crois quand même fondamentalement au droit à se défendre, au droit à avoir un avocat, à prouver les torts de quelqu'un. Et du coup, il y a la peur aussi de là-dedans de milices qui deviennent. Parce que je reprocherais à l'extrême droite, moi, je crois pas je crois pas au monstre, quoi. Je pense que la banalité du mal, elle est en chacun de nous et que si on a le process de la violence et qu'on le met en place, eh ben, on peut avoir exactement les mêmes mécanismes qui se mettent en place. Et du coup, qu'est-ce qu'on imagine concrètement face à ça pour se dire, attention, oui, il y a une autodéfense face à des violences, mais qu'est-ce qu'on met puisque tu dis que concrètement, ce qui vous distingue des LFI, tu dis c'est que vous, la violence, vous la pensez. Comment vous pensez cette distance-là, tu vois, à une dégénérescence de cette violence dans, bah oui, voilà, entre le groupe Antifa qui fait de l'autodéfense et une milice qui va tabasser des gens parce que c'est de l'ennemi politique ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois comment on évite ça, quoi. Non, mais je vois les risques que tu soulignes. Enfin, pour nous, en tout cas, enfin, pour la question de la défense contre l'extrême droite, enfin, nous, ce qu'on réfléchit beaucoup, c'est comment essayer de ne pas le faire seul, enfin, et d'essayer de toujours réfléchir à des fronts uniques qu'on pourrait construire avec d'autres organisations, enfin, politiques, syndicales, même aussi à des associations, des collectifs, y compris des groupes antifa, etc., etc. Et comment faire en sorte que à chaque fois qu'on se pose à l'extrême droite, dans la rue, dans les facs, on essaie de ne pas le faire seul, mais toujours avec d'autres groupes. Par exemple, dans les facs, ce sera organisé aussi à travers des AG, enfin, en essayant d'appliquer le plus grand nombre d'étudiants dans la mobilisation contre l'extrême droite pour faire chasser l'extrême droite des campus. Et je pense que le meilleur antidote à des dérives, des violences arbitraires ou des violences qui totalement, comment dire, injustifiées parce qu'on a pris un mec pour un militant d'extrême droite et du coup il y a eu, enfin, comment dire, il y a eu des attaques, voilà, des choses comme ça, des incidents de ce type-là. Moi, je pense que la meilleure façon de les traiter, c'est à travers notre organisation, à travers le fait de discuter librement dans les cadres comme, encore une fois, comme je disais, l'Assemblée générale. Enfin, pour moi, la mobilisation contre l'extrême droite, elle ne doit pas se cantonner juste aux organisations existantes. Elle doit aussi impliquer des étudiants, des travailleurs, etc., etc. Et du coup, dans ce cadre-là, il est évident qu'il faut discuter, enfin, à la fois la suite, mais aussi les actions, faire le bilan des actions qui ont été déjà faites, faire le bilan des erreurs. Et s'il y a eu par exemple, des dérives, par exemple, si le collectif des étudiants qui s'est constitué à partir de l'IAG pour stopper enfin, les étudiants d'extrême droite, pour stopper la cocarde étudiante, etc., etc., s'il a commis une erreur et si il y a eu des incidents enfin, terribles qu'on aurait bien voulu éviter, etc., etc., évidemment, ça doit se poser dans un cadre démocratique comme l'Assemblée, d'être discuté, être critiqué. Il doit y avoir aussi des résolutions concrètes qui doivent être prises, y compris s'il y a des responsables d'une erreur, ils doivent être, je ne sais pas, révoqués si jamais ils ont eu des responsabilités, etc., etc. Mais en tout cas, pour moi, la façon de contrer toute dérive dans un processus de lutte, dans un processus de combat, dans un processus y compris révolutionnaire qui se fait à l'échelle de masse, etc., etc. Pour moi, c'est toujours la réponse, c'est toujours discussion démocratique dans les cadres qui animent la mobilisation. C'est là où on peut régler toute dérive, toute erreur. Voilà, pour moi, c'est ça la réponse, quoi. Après, évidemment, il faut aussi être prudent, enfin, et surtout dans un contexte actuel où il y a des offensives énormes judiciaires, enfin, il y a la répression qui bat son plein, etc., etc. Enfin, moi, je pense que c'est aussi important de discuter aussi collectivement les risques et de jauger les risques et de choisir les façons de faire des actions qui ne nous exposent pas à des risques trop,
comment dire, trop disproportionné par rapport à l'apport que fait une telle action. Et notamment, je pense que même l'exemple récent de mobilisation contre la conférence transphobe organisée par Magnus, enfin, le montre un peu, enfin, et aussi d'autres actions qui ont été faites aussi à Lyon, où il y a eu pareil une opposition à la conférence de Stern de l'école de Marion Maréchal. En fait, il y a eu je pense qu'il y a eu une sous-estimation de ce que c'est militer sous un gouvernement où Bruno Retailleau, c'est un ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas qui pouvait imaginer encore il y a quelques mois qu'il y aurait 64 interpellations de militants LGBT juste parce qu'ils allaient venir perturber une conférence d'une autrice transphobe, affiliée à l'extrême droite, etc. Je pense qu'on n'a pas, comme dire, dans les milieux militants, on n'a pas encore mesuré jusqu'au bout le changement politique que ça apporte d'avoir un ministre de l'Intérieur profondément affilié à l'extrême droite, radicalisé, qui utilise la rhétorique profondément raciste, qui souhaite persécuter l'extrême gauche, etc. Et du coup, même moi, j'ai été choqué par l'ampleur du truc, qu'il y a eu 64 interpellations, et c'était principalement des jeunes qui ont voulu faire quelque chose contre la montée des discours transphobes, etc. Il y a eu des étudiants, des primo-militants, des primo-militants LGBT, trans, etc., qui n'ont jamais fait des actions de ce type-là. Et la première fois où ils font quelque chose comme ça pour contrer l'extrême droite, ils se retrouvent dans la garde à vue interpellés à 64. C'est énorme. Et du coup, je pense qu'il faut aussi dans les cadres de mobilisation comme les AG, etc., qu'on soit aussi conscient de ces risques-là et qu'on les mesure et surtout quand on fait prendre des risques à des primo-militants, qu'on en soit conscient, qu'en face, actuellement, la répression est à un degré, quasiment à son paroxysme en France, Et nous, je ne sais pas si on pourrait en discuter, mais par exemple, même on a des militants de notre organisation, comme Anas Kazib, mais aussi d'autres, qui sont actuellement poursuivis par le régime, par la justice, etc., pour apologie du terrorisme, pour simplement, après avoir apporté leur soutien à la Palestine, que ce soit à travers un tweet ou à travers des articles de géopolitique. Du coup, tu vois, c'est un moment extrêmement difficile. C'est un moment où le gouvernement essaie de serrer les vis, que ce soit sur les facs ou dans l'espace public, et ils essayent de museler les organisations de gauche radicale. Oui, ça rappelle les gilets jaunes, ça rappelle les yeux crevés, les mains arrachées, ça rappelle les personnes mortes en manifestation ces dernières années. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je la pose, la question de la violence, parce que je veux pas l'évacuer au sens où, en disant forcément, ah mon Dieu, c'est catastrophique, etc. Parce que des fois, oui, il y a une autodéfense légitime quand tu veux exercer un droit démocratique et que ce droit qui est le tien t'es refusé de manière arbitraire par une violence d'État ou par des groupuscules d'extrême droite qui viennent tabasser les gens au hasard. On en parlait avec Raphaël Arnaud lors d'une interview, et il racontait comment à Lyon, pendant des années, les manifs se faisaient disperser par des groupes d'une cinquantaine de mecs d'extrême droite, alors qu'en face, il y avait 2-3 000 personnes, mais 2-3 000 personnes qui ne voulaient pas parler de violence, qui ne voulaient pas parler d'autodéfense, et qui du coup se faisaient totalement en fait dispersés, attaqués par des gens qui en fait leur refusaient leur droit à manifester. Et dès qu'il y a eu des petites orgas antifascistes, ça a complètement changé la donne. Donc c'est pour ça que je pense que la question, c'est important de la poser. Mais je pense que voilà, c'est aussi important de la poser en prenant en compte la possibilité de nos propres dérives, et en se disant qu'il ne faut jamais s'imaginer soi-même comme étant extérieur à la potentialité du pire. Mais du coup, je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais justement sur l'initiative transphobe de l'extrême droite, parce que je trouve que c'est quand même assez important en ce moment. On a vu pendant la dernière campagne de Trump une obsession transphobe dans la communication. Une énorme partie de son programme était dédiée au harcèlement des personnes trans. Financièrement, on sait qu'environ 215 millions de dollars, c'est-à-dire 134 $ par personne trans vivant aux États-Unis, ont été dédiés à la production de clips de campagnes transphobes par le camp Trump. C'est incroyable. Et en France, malheureusement, on n'est pas franchement mieux lotis. Tu parlais de Marguerite Stern et Dora Muto et de leur torchon Transmania, qui reçoit un accueil beaucoup trop enthousiaste de la part à la fois des médias Bolloré et d'une partie du champ politique.
un champ politique qui n'aura d'ailleurs aucune occasion d'afficher sa haine des personnes trans. On a eu Zemmour qui a comparé les transitions, je cite, aux expériences du docteur Mengele. Désolé, je le dis pas pour le plaisir, mais c'est pour qu'on comprenne bien la gravité des propos. Macron, hein, qui était allé de sa petite sortie transphobe lors des législatives en disant que le programme du NFP était, je cite, complètement ubuesque car il allait permettre d'aller changer de sexe en mairie. Comment toi, en fait, t'expliques, enfin, ou en tout cas, c'est quoi ta vision sur cette obsession politique transphobe de la part de l'extrême droite? Non, mais oui, c'est une question extrêmement importante. Je pense que, comme je disais au début, je pense qu'il y a quelques années, je n'aurais jamais pu imaginer que ça allait devenir aussi central. Une question qui concerne une minorité qui constitue, je sais pas, 1% de la population. C'est quand même assez infime, quoi. Mais c'est extrêmement discuté par l'extrême droite, pas que aux États-Unis, mais aussi en Europe, etc. Et je pense que c'est la chose principale, enfin même pourquoi ça a été plus central pour la campagne de Trump qu'en 2016 ou en 2022, en 2020, pardon. Je pense qu'il y a comment dire, une vraie tentative de créer un bouc émissaire pour la situation de la crise. Et le premier bouc émissaire, c'est évidemment les immigrés, dont Trump promet une déportation de masse, etc., etc. Enfin, on va voir à quel point c'est réalisable, même y compris pour les intérêts de l'économie états-unienne. Est-ce qu'ils vont vraiment effectuer des déportations des millions de personnes? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, pour la question des personnes trans, ça leur permet de s'adresser à leur base réactionnaire, chrétienne, évangélique, etc. Et leur promettre un sujet qu'ils vont sacrifier, autre que l'avortement, quoi. Parce qu'ils sont très beaucoup dans le passé sur l'avortement. Mais je pense que depuis la révocation de Roe versus Wade et depuis qu'ils ont perdu les élections législatives, relativement, ils ont eu un résultat moins bon que espéré aux élections législatives de 2022. Ils se sont dit que l'avortement, il fait beaucoup plus consensus aux États-Unis. Et du coup, miser sur l'avortement, ce n'est plus la formule gagnante, quoi. Et du coup, c'est pour ça que même quand il y avait la convention du Parti républicain cet été, ils ont rayé, ils ont adouci en tout cas les références à l'avortement. Ils ont enlevé la référence au fait qu'il y aurait un ban fédéral, une interdiction fédérale des avortements. Par contre, sur les questions trans, vu que ça concerne une minorité beaucoup plus, qui fait beaucoup moins consensus, qui divise, avec notamment la question des parents qui s'inquiètent pour leurs enfants, face à la propagande aussi, sur les personnes LGBT qui souhaitent convertir leurs enfants. Cette fameuse rhétorique de la défense des enfants. En fait, c'est un autre axe sur le terrain du genre, une minorité qu'il est facile de diaboliser avec l'appui des grands médias, etc. Et c'est un peu une façon pour l'extrême droite de dénoncer la décadence, la perversion du néolibéralisme progressiste. Et lui proposer une alternative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas proposer une alternative véritable au néolibéralisme, c'est-à-dire qu'ils vont mener ils vont appliquer les mêmes politiques antisociales, ils vont continuer à démanteler les services sociaux, l'hôpital, l'école, etc., etc. Mais ils présentent une alternative au néolibéralisme progressiste avec leur diabolisation des personnes trans, LGBT, des femmes, des féministes, des militantes féministes aussi. Et du coup, je pense que c'est devenu aussi au centre de l'agenda de l'extrême droite parce que ça répond un peu à leurs craintes. Notamment, une des obsessions de Musk, c'est la démographie. Mais on parle aussi beaucoup. C'est aussi quelque chose qui préoccupe beaucoup Viktor Orban. Et notamment, par exemple, Musk, il parle beaucoup du fait qu'il y a des taux de la démographie dans les pays composant l'OCDE qui sont en train de chuter, qu'il faut augmenter le taux de reproduction, etc., etc. Et je pense que les personnes trans, pour eux, c'est aussi un bug de la matrice qui participe quelque part, j'ai vu ça aussi beaucoup dans la rhétorique de Poutine, mais pour eux, c'est un bug de la matrice qui participe à affaiblir les valeurs traditionnelles de la famille hétérosexuelle,
qui permet de reproduire quoi, la force du travail. Et on a vu que, par exemple, en Russie, dans un pays comme la Russie, qui est engagé dans la guerre en Ukraine et qui est en train de perdre des centaines de milliers de soldats au front en Ukraine, ils ont, depuis 2022, depuis le début de la guerre, ils ont passé des lois pour interdire tous les droits trans. Ils ont interdit, ils ont aussi étendu l'ancienne loi contre la propagande LGBT pour qu'elle touche y compris les adultes. C'est-à-dire qu'ils interdisent la propagande LGBT tout court. Dans l'espace public, tu ne peux pas t'exprimer en tant que personne LGBT, sinon tu es puni d'amende, de poursuites pénales, etc., etc. Et donc actuellement, il y a des prisonniers politiques LGBT en Russie dont la seule faute, c'est être LGBT, quoi. Et du coup, c'est pas anodin que faisant face à une grave crise démographique due au fait qu'il y a des millions de personnes qui ont quitté la Russie suite au début de la guerre et dû au fait qu'il y a des centaines de milliers qui sont morts au front, ce n'est pas un hasard qu'il resserre le vice autour des personnes LGBT. Parce que du coup, les personnes homosexuelles, les personnes trans, ça sort du schéma de reproduction hétérosexuelle. Ce sont des personnes qu'ils perçoivent comme inutiles, stériles, etc., etc. Et du coup, il y a une claire volonté de durcir la morale, quoi, de renforcer la morale réactionnaire et davantage attaquer des minorités qui sortent de la norme hétérosexuelle, quoi. Donc, et c'est les homosexuels, évidemment, mais c'est aussi notamment les personnes trans. Et du coup, je pense que c'est ça une des explications. Et après, enfin, je pense que le truc qui me marque aussi, c'est la façon dont, même actuellement, toute la bourgeoisie états-unienne, même aussi les secteurs du patronat, de la tech, qui étaient avant alignés justement sur le néolibéralisme progressiste, qui ont soutenu Obama par le passé. Donc, par exemple, Zuckerberg, c'est le meilleur exemple. Enfin, il était donateur de la campagne d'Obama. Et même s'il était toujours misogyne, même l'origine de Facebook, c'est quand même un site misogyne qui note l'apparence des femmes. Tout de même, pendant des années, il était aligné sur le Parti démocrate. Le fait que là, il fasse un très grand virage anti-trans pour changer la politique de modération sur Instagram, essayer de aussi enlever les tampons des toilettes pour les hommes dans les bureaux de Meta, le fait qu'il permet maintenant sur Meta de traiter les personnes LGBT de malades mentaux, etc., etc. Je pense que ça montre aussi à quel point le patronat, qui par le passé affichait un visage plus progressiste, tu vois, avec même Apple et leur emoji de oh mon sang, enfin on se souvient tous ces gestes, micro-gestes insignifiants. Maintenant, ils s'alignent tous sur le trumpisme et sur la nouvelle situation internationale où l'extrême droite est en force, quoi. Et ils sont prêts à mettre leur plateforme de discussion et d'influence qui concentre des centaines de millions de personnes à l'échelle internationale et qui sont plus influents que les médias traditionnels. Ils sont prêts à les mettre en ordre de bataille pour attaquer les immigrés, les racisés, les trans, les LGBT, etc. Et du coup, je pense qu'on aura avec maintenant X, donc ancien Twitter, mais aussi Meta, donc Instagram, Facebook, WhatsApp, etc., etc., avec cette nouvelle politique qui sera menée, on aura encore une plus grande recrudescence de violence et de ciblage des personnes trans. Du coup, la question qui est vraiment urgente, c'est qu'est-ce qu'on fait à l'échelle nationale, enfin en France, mais aussi à l'échelle internationale, en tant que militants trans, LGBT, féministes, qu'est-ce qu'on fait pour contrer ça? Et nous, par exemple, en mai dernier, on a participé avec notre collectif qui fait partie de RP, mais un collectif féministe et LGBT que nous avons qui s'appelle Du pain et des roses. Nous avons participé avec Lexia Gresti que tu connais, avec Morgan Noam que tu connais, avec le collectif Les Avertis. On a participé à impulser une mobilisation nationale dans plus de 50 villes de France et de Belgique pour contrer les lois transphobes à l'époque des Républicains. Et du coup, pour nous, la réponse, elle ressemble beaucoup à ça, mais à une encore plus grande échelle. C'est-à-dire qu'il faut en réalité une mobilisation historique, parce qu'à l'époque, c'était 25 000 personnes qui sont mobilisées. C'est la plus grande mobilisation de l'histoire de lutte trans en France, sans aucun doute. Mais en réalité, il faut aller encore beaucoup plus loin. Il faut faire en sorte qu'en réalité, ce sujet devient hégémonique dans le mouvement social. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a aussi beaucoup de gens qui... en réalité, l'extrême droite, il profite beaucoup de l'ignorance sur la question trans. Et nous, je pense qu'il faut le mettre au centre de ce que défendent toutes les organisations de gauche, toutes les organisations politiques, toutes les organisations syndicales. Et ça va passer par un grand mouvement, quoi. Donc, c'est ça qu'on défend comme politique
Et c'est pour nous aussi une façon, pour nous, ce serait aussi une façon de genre pas simplement combattre l'extrême droite, mais aussi défendre un agenda alternatif sur le terrain du genre. C'est-à-dire que nous, on défend les transitions libres, gratuites, dépsychiatrisées. Nous, on défend l'accès aux soins et genre les transitions, voilà, comme je disais, librement accessibles, enfin pas comme la pénurie d'aujourd'hui. On défend l'interdiction des mutilations des personnes intersexes. On défend le fait qu'il y a aussi des financements massifs pour l'hôpital public parce qu'on ne pourra pas assurer ni les transitions, ni les avortements, ni la PMA sans un hôpital public qui a des moyens massifs à sa disposition. Et du coup, on défend aussi le fait que ce sont les soignants qui prennent ça en charge aux côtés des personnes trans, aux côtés des militants trans, des associations. Et pas, voilà, comme aujourd'hui, une administration extrêmement bureaucratique des directions des hôpitaux qui sont plus intéressés par le déficit ou non de leur hôpital et par le fait de réarranger les services pour toujours plus aggraver la situation de pénurie de soignants, de toujours plus augmenter les lits, mais supprimer des postes, etc. Nous, on est pour un autre hôpital dans lequel les travailleurs de la santé jouent un rôle central en réalité. C'est eux qui organisent leur travail et ça va considérablement améliorer aussi la qualité des soins que nous, on reçoit en tant que personnes trans, que nous, on reçoit en tant que femmes, aussi cis, etc. Et en tant que personnes LGBT de façon générale. Donc, en tout cas, face à cette vague ultra-réactionnaire que l'extrême droite est en train de pousser à l'échelle internationale à l'égard des personnes trans et LGBT, nous, on pense que le seul antidote qui existe, c'est le fait de s'organiser politiquement, c'est le fait de construire une mobilisation unitaire qui implique toutes les organisations existantes, mais aussi beaucoup de primo-militants, que ces mobilisations doivent être animées dans les assemblées générales, et que c'est là où on va avoir un espoir de gagner quelque chose, et de faire en sorte qu'on empêche les projets de l'extrême droite, parce que moi je pense que je suis convaincu de ça, je vais le dire là, mais je suis convaincu que l'extrême droite, son projet ultime, c'est l'éradication des personnes trans en tant que groupe. Et c'est-à-dire que nous, les tâches que nous avons sont d'importance immense, c'est-à-dire que nous, on doit empêcher que l'extrême droite réussisse à littéralement effacer les personnes trans de l'espace public et à potentiellement même les éradiquer physiquement. Enfin, c'est ce qu'on a pu voir déjà dans le XXe siècle. Tu penses que même le RN, par exemple, ferait ça? Pas de façon immédiate, je pense que c'est pas quelque chose qui se profile à l'horizon de façon immédiate, mais c'est clair que par exemple pour quelqu'un comme Musk, qui est je pense que la figure bourgeoise capitaliste la plus radicalisée à l'extrême droite actuellement, il parle déjà ouvertement du fait que les gens qui font la propagande des transitions, que ce soit les médecins ou les personnes trans elles-mêmes qui font la propagande de transition pour les enfants, donc elles doivent être emprisonnées, elles doivent être incarcérées. Propagande qui n'existe pas. Propagande qui n'existe pas, précisons. Bien évidemment. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit en 2024. Et je pense qu'au fur et à mesure que la crise du système capitaliste progresse, leur rhétorique et leur politique à l'égard des personnes trans va être de plus en plus durcie, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, déjà, ils utilisent... il y aura potentiellement des poursuites à l'égard des médecins qui administrent des transitions des personnes trans, il y aura des poursuites à l'égard des parents dans certains États républicains. C'est quelque chose qui va juste s'amplifier dans les prochaines années. Et je pense qu'il faut prendre extrêmement au sérieux le fait que c'est maintenant un des chevaux de bataille de l'extrême droite et être conséquent dans la réponse. C'est-à-dire que pour nous, pour moi en tant que militant trans, je sais que la logique du moindre mal et la réponse institutionnelle ne va pas marcher face au tsunami qui est en train d'arriver, quoi. Et nous, on doit être beaucoup plus conséquents dans notre réponse face à cette menace quasi existentielle. Quand je vois ce qui se passe actuellement en Russie, le fait que la plupart des personnes trans que je connaissais de la Russie ont toutes immigré parce qu'elles savaient que le futur de la Russie, c'est la prison, quoi. On doit empêcher qu'on en arrive là, quoi. Qu'on en arrive parce qu'actuellement, tous les droits trans et LGBT sont bannis en Russie, quoi. On doit empêcher qu'on arrive dans cette situation, dans les régimes qui nous paraissaient, quand on était plus jeune, naïf, etc., comme plus démocratique que la Russie. On doit empêcher que la situation en arrive là. Et ça va passer évidemment
comme on disait au début, par un rapport de force conséquent et par le fait de mobiliser des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes en défense des droits trans, des droits reproductifs. C'est là où on pourra espérer de gagner quelque chose. Et ça implique aussi qu'on doit ressortir le mouvement féministe et le mouvement LGBT en France de leur faiblesse. C'est-à-dire qu'actuellement, le mouvement féministe est à ses genoux en France. C'est-à-dire que les dernières mobilisations de l'automne, le 23 novembre, etc., on voit à quel point le mouvement féministe est affaibli quand on voit que l'extrême droite puisse défiler à ses côtés. C'est-à-dire qu'il y a eu Nous Vivrons et aussi Némésis qui ont pu manifester sous la protection policière et à Paris. Et c'est quelque chose qui arrive pour la première fois et qui témoigne aussi de l'affaiblissement du mouvement féministe qui n'est pas capable de faire en sorte que sa propre manifestation centrale de l'automne soit parasitée par les éléments de l'extrême droite et par les éléments qui soutiennent le génocide en Palestine. Bah justement, je vais rebondir sur ça. C'est justement pour parler de Némésis, puis aussi peut-être pour revenir rapidement sur Stern et Moutot. Qui sont des figures aujourd'hui bien identifiées de l'extrême droite. Mais c'est d'ailleurs très intéressant, je trouve, Stern et Moutot, parce qu'au début, elles étaient perçues comme étant à gauche, car elles se présentaient comme féministes. Aujourd'hui, elles font d'ailleurs toujours partie d'un mouvement qui se revendique d'un pseudo-féminisme, le mouvement TERF, pour Trans Exclusionary Radical Feminist, excusez l'anglais, un mouvement transphobe qui exclut les femmes trans des luttes féministes, un mouvement aussi anti-science, puisqu'il nie le consensus scientifique sur le genre, mais un mouvement qui peut séduire certaines personnes en jouant sur un féminisme de surface. Et c'est quelque chose qu'on observe aussi avec le développement de ce qu'on appelle l'homonationalisme, qui est la prise en compte relative de certaines luttes LGB, je mets paletées volontairement par l'extrême droite. Par exemple, Marine Le Pen, à la différence de son père, qui disait, je cite, que l'homosexualité est une anomalie biologique et sociale, elle va avoir, Marine Le Pen, un discours très différent. Marine Le Pen, elle va afficher une tolérance, une volonté d'inclusion, sous certaines conditions, évidemment, mais à une partie bien précise des communautés lesbiennes, gays et bi, surtout blanches. Et du coup, elle va surtout utiliser les luttes contre la LGBT-phobie pour justifier son racisme et sa xénophobie, puisque l'essentiel du discours, ça va être de désigner les musulmans, les étrangers, comme les méchants responsables des violences envers les personnes LGBT. Sous-entendu, voter pour le programme discriminant du RN, ça va permettre, grâce aux discriminations qui seront mises en place, de protéger soi-disant les personnes LGBT. Tout ça, ça pose quand même une question, c'est comment est-ce qu'on évite que les luttes ne finissent par être accaparées par nos ennemis politiques, qui ont bien plus de plasticité que ce qu'on veut bien croire, et qui font preuve à ce sujet, je dirais, d'une assez stupéfiante imagination, quoi. Non, mais oui, enfin, moi je pense que c'est sûr qu'il faut préciser et il faut aussi caractériser plus finement l'extrême droite française qui n'est pas homogène. Et même notamment sur les questions LGBT, tu as raison de souligner les différences qui peuvent exister entre plus le camp de Reconquête de Zemmour et le RN, qui essaye clairement de s'adresser à la communauté LGBT aujourd'hui, à ces classes les plus aisées, quoi. Il y a clairement une adresse du RN à leur égard, avec une rhétorique féminationaliste, homonationaliste, etc. Et après, il y a le camp de plus Reconquête, qui est davantage lié justement à Stern et Moutot. Enfin, Stern est venu à l'université d'été de Reconquête au début d'automne. On a vu des images à l'époque de Marion Maréchal, qui faisait partie encore de Reconquête, avec le livre Transmania, les attaques, enfin, comme ils le disent elles-mêmes, en tout cas les attaques de la gauche à l'égard de Stern et Moutot ont été dénoncées par Zemmour. Donc il y a clairement une filiation beaucoup plus proche de l'extrême droite zemmouriste avec Stern et Moutot que du RN. Pour autant, RN a aussi proposé une loi transphobe l'année dernière, au moment où il y avait la loi des Républicains. RN a proposé un équivalent aussi à l'Assemblée. C'est-à-dire que la loi de LR, il me semble que c'était au Sénat, et à l'Assemblée, c'était porté par le RN. En tout cas, même si il y a une tentative de l'extrême droite plus institutionnalisée et plus incorporée dans le régime comme le Rassemblement national, attirer les sympathies des personnes LGBT aisées, d'essayer de les opposer avec un ennemi extérieur, les immigrés, les musulmans, etc. Enfin, dans le cas des musulmans, c'est plutôt un ennemi intérieur dans la vision de l'extrême droite. Mais en tout cas, s'il y a une politique de leur part de
d'adresse à l'égard de la communauté LGBT. Moi, je pense que ce qu'on doit faire systématiquement, c'est le fait de le dénoncer et le fait de montrer à quel point c'est un truc en réalité totalement en surface et opportuniste. Et à quel point ça nourrit la xénophobie, à quel point ça essaye de recruter les personnes LGBT à un projet raciste, xénophobe, islamophobe, etc. Et nous, on doit rappeler, je pense que aussi l'héritage du RN, qui historiquement s'est opposé à tous les droits LGBT, avec la mort récente aussi de Jean-Marie Le Pen, qui était, oui, c'était un raciste, c'était un antisémite, c'était un tortionnaire, c'était un criminel de guerre, etc. Et en même temps, c'était aussi un grand homophobe qui, du coup, parlait des sidaïques, qui parlait des sidaïques contagieux, etc. Et qui diabolisait toute sa vie la communauté LGBT, la figure de l'homosexuel, etc. Et donc, je pense que même aussi, le RN, à l'époque, une grande partie a participé à la manif pour tous. Ce sont des gens qui ont toute leur vie, toute cette formation politique, toute leur vie, a combattu la communauté LGBT. Mais là, pour essayer de grappiller quelques voix, je ne sais pas quel apport concret ça leur fait en termes du nombre de voix, ils essaient de recalibrer, d'adoucir, de se normaliser, de se montrer plus sages que par le passé. Mais en tout cas, moi je pense qu'en tout cas, ni le féminisme, ni la lutte LGBT aujourd'hui ne peuvent pas faire économie de la dénonciation permanente du féminationalisme et de l'homonationalisme qui sont pratiqués à la fois par l'extrême droite, mais aussi par le gouvernement de Macron. C'est-à-dire qu'on se souvient des politiques qui ont été menées pour essayer d'opposer les féministes au quartier populaire, avec la politique de Marianne Schiappa de quartier Saint-Rémy. Il y a aussi même des Retailleau qui a essayé d'utiliser le féminicide de Philippines pour justifier le durcissement encore plus grand des expulsions de la durée de rétention dans les centres de CRA, dans les centres de rétention administrative. Donc ça c'est aussi typiquement c'est une adresse féminationaliste, c'est une tentative d'utiliser le féminisme et la lutte importante contre les féminicides pour justifier un saut dans les mesures anti-immigration Et du coup, pour ça, le mouvement féministe doit apporter un agenda qui, dans son programme de ses revendications, revendique les droits des immigrés, qui revendique la régularisation de tous les sans-papiers, qui revendique l'ouverture des frontières, qui, dans ces revendications, ne se cantonne pas à seulement des revendications trans, LGBT ou féministes, mais parle aussi plus généralement de l'urgence à s'opposer au racisme d'État, de s'opposer à l'islamophobie. Et je pense que c'est par ailleurs dramatique que quand il y avait une offensive islamophobe dans ce pays, tu te souviens quand il y avait Attal et l'offensive contre les abayas dans l'éducation nationale, pour moi c'est un drame politique que la plupart des organisations féministes ne sont pas positionnées sur ça et ne sont pas venues dans le lycée, sur le parvis du lycée pour défendre les jeunes filles musulmanes vêtues de abaya qui étaient scrutées par les policiers et par les proviseurs. Et du coup, je pense qu'en tout cas, il y a une urgence aussi de sortir le féminisme un peu d'une espèce de corporatisme où on considère qu'en tant que féministe, tu dois parler juste des violences sexistes et sexuelles. En tant que militante LGBT, tu dois parler juste du mariage gay et en tant que personne trans, tu dois parler juste de transition. Ça, c'est aussi le piège que peut nous mener certains d'entre nous vers l'extrême droite. Quand tu regardes tes revendications, ton programme de façon isolée du reste. En tout cas, c'est pour ça que pour moi, le meilleur antidote à cette tentative de l'extrême droite de s'adresser à la communauté LGBT, c'est porter un féminisme anti-impérialiste, c'est porter un féminisme antiraciste, c'est porter un féminisme qui dans son ADN met le combat contre l'extrême droite. Et qui porte aussi une réponse de façon générale à la crise qu'on est en train de traverser. Et qui propose des solutions radicales, qui propose le fait d'exproprier le patronat, qui propose le fait de mettre l'hôpital public sous le contrôle des travailleurs, etc., et des travailleuses. Pour moi, c'est ça qui nous pourrait donner un vaccin, tu vois, contre l'extrême droite qui flirte avec certaines féministes, avec certaines LGBT les plus aisées, les plus à droite, etc., c'est avec ça qu'on pourra mener une véritable bataille contre le féminationalisme.
Hmm. Bah, écoute, merci beaucoup Sacha. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Je crois que ça répond à beaucoup des questions que j'avais eues sur Instagram au départ. Je voudrais... attends, je vais juste supprimer un message. Hop. Je voudrais juste te demander, c'est un peu la question rituelle à chaque fois sur ce live. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques petites recommandations feel good, de trucs qui mettent un peu le sourire, qui te mettent le smile, que ce soit de la musique ou peut-être, je sais pas, des séries ou quelque chose que tu regardes en ce moment, mais qui te donne une énergie positive et qui te donne justement envie de t'engager et de rien lâcher. Voilà, c'est la petite question rituelle. Et puis après, bah, je pense on pourra s'arrêter là. Oui, Mathieu, je voudrais juste profiter Mhm. de cette dernière minute pour juste alerter toutes les personnes qui regardent du fait que, je l'ai déjà mentionné, mais je l'aurais dit, mais actuellement, il y a un truc grave qui se passe et qui a un lien avec mon militantisme, avec l'organisation où je milite Révolution Permanente. Mais en fait, on a annoncé la semaine dernière le fait qu'il y a des poursuites pénales à l'égard de nos militants ouvriers qui s'appelle Anas Kazib, qui est porte-parole de Révolution Permanente et qui en fait risque 7 ans de prison. C'est quelque chose d'inédit, sans précédent, qui risque 7 ans de prison pour un tweet en soutien à la Palestine. Et donc, ce que je voudrais juste dire avant qu'on finisse le stream, c'est juste pour inviter toutes les personnes qui le regardent à aller sur notre page et sur la page d'Anas et voir le communiqué qu'on a sorti, la vidéo qu'on a sorti qui revient sur l'affaire, parce que du coup, son procès arrive dans 6 mois. Et c'est quelque chose qui mettrait si il est en effet condamné, et il reçoit les 7 ans de prison ferme, s'il reçoit les 100 000 euros d'amende, s'il reçoit une peine d'inéligibilité, vous voyez que c'est une affaire ultra grave qui concerne toute la gauche politique, syndicale, enfin, y compris la gauche Twitch. Enfin, ça concerne même notre façon de militer et de s'organiser C'est aujourd'hui la en France liberté 2025. d'expression qui se pose, quoi. Exactement, c'est Mhm. un enjeu démocratique énorme et du coup nous ce qu'on va essayer de faire c'est mener tout ce qui est de notre possible chez RP dans les prochains 6 mois pour contrer cette offensive judiciaire contre un militant enfin voilà anti-impérialiste, contre un militant ouvrier qui travaille à la SNCF, qui a participé justement à la mobilisation contre l'extrême droite depuis des années, qui a co-organisé la marche contre l'islamophobie en 2019, etc., etc. Et du coup, et en plus, il n'est pas le seul à être attaqué. On a aussi un autre camarade qui est attaqué par la justice. On ne met pas son identité publiquement, mais voilà, c'est pas juste Anas. Et en tout cas, moi, je pense que je voudrais juste inviter les viewers, le chat, d'essayer de faire le plus de bruit possible autour de cette affaire, parce que c'est à travers aussi la défense d'Anas et la défense aussi d'autres militants, d'autres camarades. Notamment, il y a actuellement aussi des procès bientôt de militants d'Europe-Palestine, etc., etc. Il faut faire front contre toute cette répression qui arrive à l'égard des militants de la cause palestinienne. Et c'est la seule chose c'est la seule chose qui va garantir qu'on a encore une possibilité de s'exprimer politiquement. Sinon, ils vont juste décapiter tout le monde. Enfin, ils vont foutre des procès énormes à chaque militant qui a jamais tweeté quoi que ce soit. Vous voyez que ça va affaiblir énormément notre camp. Donc, je voulais juste dire un mot sur ça. Et après, sur la question que tu as posée sur une série ou un film qui donne un peu de l'espoir et que j'ai vu récemment, etc., etc. Moi, un truc qui m'a marqué beaucoup, mais je pense que ton chat le connaît, donc c'est pas une révélation que je fais, pas du tout, mais je recommande à tout le monde de regarder la série qui s'appelle Andor, qui est sortie l'année dernière et dont la deuxième saison sort justement ce printemps. Parce que c'est un peu une série qui se passe dans l'univers de Star Wars, mais qui raconte un peu la façon concrète de la rébellion, préparer tous ces projets contre l'Empire, etc., etc. Et je pense que c'est enfin, évidemment, c'est une série qui a été produite par Disney, enfin, qui a été, on va dire, c'est une œuvre totalement mainstream. Je pense pas qu'elle ait un contenu ultra anticapitaliste ou quoi que ce soit. Mais je pense que le scénariste Tony Gilroy, qui a écrit cette série, les 2 saisons qu'il a réalisées, je pense qu'en s'inspirant beaucoup des processus comme la Révolution russe, la Révolution française, etc., etc., il a essayé de beaucoup aussi de donner de matière sur ce que c'est l'engagement militant
un engagement militant total face à des enjeux où face à toi, tu as des ennemis ultra puissants qui ne vont pas hésiter à t'écraser militairement, politiquement et t'empêcher d'exister, quoi. Et du coup, je pense que cette série, il y a plusieurs épisodes qui reviennent sur qu'est-ce que c'est l'engagement militant, qu'est-ce qu'on doit mettre sur la table pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner. Donc, en tout cas, moi, je trouvais ça vraiment énorme la première saison. J'ai hâte de la deuxième. Donc, je pense que si vous commencez aujourd'hui la première saison, quand vous allez finir, justement, la deuxième va sortir. Et c'est un peu une œuvre qui se déroule dans un univers fantastique de Star Wars, mais qui donne beaucoup de courage et beaucoup de force, je trouve. Donc, une des meilleures choses qui se passe actuellement dans la pop culture, c'est Andor, sans doute. Donc, je vous recommande ça. Super, bah écoute, un énorme merci Sacha, merci d'avoir été avec nous. Merci le chat, Merci, il n'y a Mathieu. pas eu besoin de trop de modération, tout le monde a été très courtois et courtoise, même si voilà, il peut y avoir des désaccords et tout. Je le rappelle, ici, on essaie de, voilà, de montrer le spectre politique de la gauche, je laisse beaucoup la place parce que c'est très important que vous puissiez entendre les différents et différentes intervenants, intervenantes dire vraiment voilà, ce qu'ils et elles ont à dire. Voilà, je trouve l'échange hyper riche et je pense qu'on est quand même allé sur pas mal de sujets bien épineux, donc c'est vraiment top. Voilà, un énorme merci à toi, puis bah, écoute, au plaisir de se recroiser un de ces jours, hein. Bah, grave, Mathieu, on refait ça quand tu veux.